et bienvenue dans ces nouveaux lieux, en tout cas pour les lundis de la mer. Sans doute les connaissez-vous déjà. Nous sommes heureux que le CCSTI soit accueilli par l'Ifremer pour lancer ce nouveau cycle de conférences. Et je voulais aussi vous dire que ce n'est pas systématiquement moi qui serai présente pour vous accueillir un lundi par mois. Ce sera Anaïg qui prend la relève et qui va donc vous présenter la conférence de ce soir. Le principe est toujours le même, hein. C'est 3 quarts d'heure d'intervention, donc à 1, 2 ou 3 intervenants, et 3 quarts d'heure de questions et d'échanges avec le public. Bonsoir à tous. Je vais vous présenter la conférence de ce soir qui a pour thème les innovations techniques à la pêche et comment elles peuvent contribuer à une pêche durable. Donc, il sera bien sûr question de sélectivité des chaluts, mais aussi des autres engins de pêche, d'économie de carburant, de limitation des impacts sur le fond. Pour en parler, on a invité chez lui Pascal Larnaud, technologiste des pêches au laboratoire technologie et biologie halieutique à Ifremer et chef de station aussi. Et puis Thomas Rimaud, qui est chargé de mission à la GLIA, qui est devant ici, qui vous présentera le programme Redresse de France Filière Pêche. Je leur ai proposé un petit exercice avant de rentrer dans le vif du sujet. Je leur ai demandé de prendre quelques minutes, pas longtemps, mais quelques minutes pour se présenter, parler un petit peu de leur formation, leur parcours et leur mission actuelle. Un petit exercice qu'on va demander aux intervenants avant les conférences maintenant. Bonne conférence, merci. Merci. Merci Anne. D'abord, bienvenue à tous. Vraiment, c'est un plaisir d'accueillir les lundis de la mer maintenant à l'Ifremer ici. Enfin, la salle s'y prête. Normalement, on est limité à 50 personnes, donc vous êtes à peu près... c'est le bon volume, je pense. Et puis, on est ravis aussi d'accueillir le CCSTI, donc la Maison de la Mer, dans les locaux juste à côté de l'Ifremer, donc ce qui va renforcer nos liens, qui sont déjà importants. On a déjà des conventions ensemble, on travaille ensemble au bassin, mais je pense que ça ne fera qu'amplifier nos collaborations. Alors, tu veux que je me présente rapidement pour les jeunes en particulier qui suivront ce genre de conférence, si on peut l'appeler comme ça. Donc, je suis Pascal Larnaud. Alors, j'ai un cursus un peu particulier. J'ai commencé d'abord dans une société de pêche à Saint-Pierre-et-Miquelon, à l'époque de la Société Navale Cannaise, qui était donc à Caen, qui avait une grosse société de pêche à Saint-Pierre-et-Miquelon, à la grande époque. En 83 à l'époque, et c'est vrai que il y avait de la morue encore à ce moment-là, et donc j'ai fait mes classes là-bas, on va dire, mais plutôt pour le développement de produits en lien avec la Sofrino, à l'époque une société de transformation de produits. Et donc et ensuite j'ai intégré Idemer. Mon expérience Saint-Pierrez, où j'ai acquis beaucoup d'autonomie, on va dire, m'a permis d'intégrer Idemer à l'époque où je suis resté 14 ans. Donc j'ai vraiment une formation de l'agroalimentaire et une expérience de l'agroalimentaire. Et fin 2002, j'ai intégré l'Ifremer ici en tant qu'adjoint au responsable du laboratoire, c'était pas un laboratoire, c'était le service de technologie des pêches à l'époque, François Terré. Et voilà, donc ça c'était fin 2002, et donc j'ai ouvert ma culture à la technologie des pêches à ce moment-là. Voilà. Et je fais le lien d'ailleurs entre la technologie des pêches et la transformation quand on parle de rejet en particulier, où on parle de sélectivité, et puis aussi que faire des rejets éventuellement résiduels. Voilà. Et je t'en prie, Thomas le fera plus tard. Ok, on va rentrer dans le vif du sujet. Alors, je vais essayer d'approcher le micro comme ça va être... Voilà, donc c'est un travail, bien sûr, ce que je vais présenter là, c'est un peu un balayage de nos travaux, issus de travaux de longues années, de décennies, je dirais. Il y a des gens dans la salle, dont Marc qui est là, qui est parti pour des grandes vacances là, assez récemment. Mais effectivement, tous ces gens-là, dont Marc, bien sûr, ont contribué à tout ce que je vais dire ce soir. Et puis là, ce sont les dernières évolutions des dernières années, je dirais. Mais ça fait bien longtemps que la technologie des pêches travaille dans ces différents domaines. Et voilà, donc j'ai repris les travaux un peu de toute l'équipe, évidemment. Alors, donc on va parler d'innovation à la pêche. Donc, quelles innovations d'abord pour la pêche, et puis ensuite sur les exemples, comme tu l'as dit, de la sélectivité, des économies de carburant qui sont liées à la limitation d'impact.
diverses techniques de pêche également, et puis on essaiera de parler un petit peu des clés du succès pour les innovations, pour une pêche durable. Alors d'abord, bon, évidemment, une innovation technologique, clairement, on peut parler d'innovation quand elle est utilisée, à mon sens. Hein. Il s'agit que les professionnels se l'approprient, donc bien souvent qu'ils y soient impliqués dans cette innovation. Et bien sûr, une innovation n'a pas d'intérêt si elle n'est pas mise en œuvre. Et on parle bien d'innovation pour une pêche durable, c'est-à-dire vraiment qu'il y aura un effet pour contribuer vraiment soit directement, soit indirectement à une pêche durable. Il y a eu beaucoup d'innovations depuis les années 50 pour le pêcher plus. L'époque, alors après, jusqu'en, je dirais, milieu des années 80, quoi. C'était avant ça, il y a l'époque du ruban bleu, par exemple, où vraiment, effectivement, on récompensait les bateaux qui pêchaient beaucoup. Hein. Donc depuis, ça a pas mal évolué et on a évolué vers le pêcher mieux, avec une amplification vraiment depuis les années 2000, où on a beaucoup travaillé, encore plus qu'avant, je dirais, sur la sélectivité en partenariat avec les professionnels. Et puis même quelquefois, on a presque un retour vers du pêcher moins, je dirais, quelquefois, bon, à cause du coût du carburant, où on revient, enfin, ça va dans les deux sens, mais quelquefois, par exemple, on peut prendre l'exemple des chaluts jumeaux. Dans certains cas, on revient du chalut jumeau au chalut simple parce que c'est plus intéressant de pêcher au chalut simple, dans certains cas, pour certains armements et sur certaines zones, à certaines époques, etc. Mais bon, évidemment, pour tout ça, il y a beaucoup de pressions externes qui interviennent sur les décisions qui sont prises par les armements. Alors, d'abord, peut-être pour resituer les choses, vous en avez sûrement tous entendu, ou presque sûrement entendu parler, pour resituer un petit peu les choses quand on parle de pêcher mieux, justement. Le fameux RMD, le fameux rendement maximal durable, ou en anglais le MSY, le Maximum Sustainable Yield. Alors, en fait, c'est tout simplement, on a cette pression de pêche en bas, sur l'abscisse, donc l'effort de pêche, quoi, qui est plus ou moins important en fonction du nombre de bateaux, du nombre d'engins de pêche, du nombre de jours pendant lesquels ces engins vont être en mer. Et puis ici, vous avez la production, la capacité de production. Alors, vous avez cette courbe typique où on va avoir en fait un maximum, un optimum de production. Et puis, si on va trop loin, eh ben, l'optimum va baisser et on va en fait pêcher moins. Si on met trop d'efforts, on va pêcher moins. Alors, dans beaucoup de cas, alors ça c'est une courbe générique, hein, évidemment, ce n'est pas un cas précis, mais et si on va effectivement quelquefois, dans certains cas, si on diminue l'effort, on peut même espérer pêcher mieux. C'est-à-dire atteindre ce rendement optimum, le rendement maximum durable. Hein, et qui est lié, en fait, le rendement maximum durable, c'est vraiment la quantité qu'on peut extraire d'un stock en préservant quelque part sa capacité de reproduction, si vous voulez. Donc voilà, je voulais poser ça, donc ça par rapport à cette notion d'effort de pêche et puis de rendement optimum. J'y reviendrai pour la sélectivité, vous verrez l'influence de la sélectivité là-dessus. Alors, quelles innovations on a pour la pêche? D'abord, il y a les fausses innovations, je dirais, mais qui sont intéressantes, c'est-à-dire des vieux procédés ou des vieilles innovations, des vieilles techniques qu'on ressort tout simplement des cartons et qui ont tout leur intérêt, qui sont quelque part une innovation dans la filière, malgré tout. Donc il ne faut pas les oublier, celles-là non plus. Puis il y a la vraie, évidemment, les nouvelles techniques, des nouveaux concepts ou des améliorations techniques. Alors, en axe d'innovation, bon, il y en a peut-être d'autres, mais évidemment, il y a ce qu'il y a sur les navires. J'en parlerai pas, il faudrait sûrement faire une conférence là-dessus, les motorisations, les carènes, les hélices, enfin, etc., les peintures, tout ce qu'on peut imaginer. L'ergonomie, la sécurité, donc ça, c'est pareil, je pense qu'il y aurait matière à une conférence, il y en a déjà eu, je crois, mais d'Yvon Leroy, notre collègue de l'IMP, de l'Institut maritime de prévention. En termes d'innovation, bien sûr, on peut, en s'orientant vers de nouvelles espèces, on peut être innovant. Hein, il y a des cas comme ça, bien entendu, où on peut être innovant. Il y a la sélectivité, bien entendu. Alors, sélectivité, j'en ai déjà parlé, il faut quand même que je la définisse un tout petit peu, mais la sélectivité, c'est essayer de sélectionner les espèces qu'on capture en termes de taille et d'espèces, bien entendu. Essayer éventuellement de laisser échapper les petits poissons, les juvéniles, mais ça peut être aussi laisser échapper des reproducteurs, par exemple. Ça peut être aussi laisser échapper des invertébrés, ça c'est ce qu'on on appelle ça la sélectivité interspécifique, laisser échapper les invertébrés, les cétacés, etc., quand on risque d'en capturer. Mais je vais surtout parler de la sélectivité vraiment sur les stocks exploités. La détection également en axe d'innovation, on a aussi ce qu'on appelle bien sûr la détection acoustique qui peut intervenir sur la sélectivité, vous le verrez, tous les systèmes de mesure et de positionnement, et puis évidemment tout ce qu'on a pu faire, et vous allez le voir sur les économies de carburant, tout ce que l'on peut encore faire pour limiter l'impact sur les fonds et bien sûr d'autres techniques de pêche que le chalut dont je vais parler en grande partie, mais je ne parlerai pas que du chalut, bien entendu. Alors, une deuxième courbe, je ne l'ai pas dit, mais c'est deux courbes qui ont été empruntées à mon collègue Alain Bizot,
collègue émérite, on va dire. Donc, et sur la sélectivité, voilà, donc c'est la même courbe que tout à l'heure, que vous avez ici, que vous retrouvez là, donc avec cet optimum, la pression de pêche en bas, donc l'effort de pêche, et puis la production potentielle. Et vous avez ici, en fait, en fonction de l'âge de la première capture. Vous l'avez ici, donc ça, on capture jeune, petit, à l'âge 1, on va dire. Ici, on capture un peu plus âgé, la courbe en rose que vous avez au-dessus, j'ai perdu ma souris, voilà. Là, on capture à l'âge 2, ici, on capture à l'âge 3, et ici, on capture à l'âge 4. Et en fait, donc pour un même effort de pêche, on se rend compte qu'effectivement, en étant plus sélectif, donc ici, je pêche, on capture beaucoup plus gros, en étant beaucoup plus sélectif, donc c'est 4 cas de sélectivité différents sur une même espèce, etc., on se rend compte qu'en fait, on peut vraiment augmenter la capacité de production, et là, de 80%. Et même, donc là, on a notre RMD donc, qui est là, mettons, et puis là, maintenant, le RMD, il se trouve quasiment là pour celle-ci, et même, à la limite, on pourrait aller plus loin. Quasiment, cette fois, on pourrait se permettre, en étant très sélectif et en pêchant l'H4, d'augmenter même finalement l'effort de pêche, quoi, dans ce cas précis-là. Hein. Bon, ça en tout cas, ça me paraît très important de rappeler ça pour la sélectivité. Alors ça, évidemment, c'est quand on parle d'exploitation de stock. Je ne parle pas de... Vous avez sûrement vu tout ce qui est ce qu'on appelle la pêche équilibrée. Je ne rentre pas... Bon, là, c'est vraiment dans le domaine où on est sélectif sur une espèce que l'on exploite et on a effectivement ce genre de courbe et d'influence. Alors, sur la sélectivité, vraiment, donc d'abord, je voudrais insister là-dessus, sur le lien entre la sélectivité et puis beaucoup d'autres critères. Bon, la sélectivité, ça passe par l'augmentation des maillages, ça passe par éventuellement la diminution du diamètre de fil, par des mailles très ouvertes. Et bon, on augmente le maillage, on a des mailles plus ouvertes, on améliore la sélectivité. Et en fait, quand on améliore la sélectivité comme ça, quand on ouvre ces mailles, finalement, on a moins de mailles dans l'eau. Donc, on va avoir notre partie filet sur le chalut, par exemple, que vous voyez ici, avec la partie filet qui est là. Hein, vous avez les filets, les panneaux que vous avez là, les panneaux divergents qui ouvrent le filet, et puis les câbles qui sont remorqués. En fait, la partie filet va moins traîner dans l'eau. Parce que si on a des mailles plus ouvertes, on a moins de fils, et en fait, on a moins de traînée dans l'eau. Donc, on consomme moins de carburant. Si on a les plus grandes mailles, on consomme moins de carburant, en fait. Hein. Et en même temps, quand on a justement une partie filet qui traîne moins dans l'eau, eh ben on peut aussi diminuer la force d'appui sur les parties avant. Vous voyez, comme on est plus léger, je dirais, on traîne moins dans l'eau, on a moins besoin de poids devant. Donc ça veut dire qu'on peut à la fois alléger ce qu'on appelle le bourrelet, les parties qui traînent sur le fond à l'avant des chaluts, et en même temps, on peut aussi alléger et diminuer la taille des panneaux qui sont devant. On doit même, sinon on n'aura pas un train de pêche performant. Donc là, à nouveau, en diminuant la taille et le poids des panneaux, on économise en conséquence du carburant également. Et évidemment, ça a des conséquences sur l'impact parce qu'on a moins d'inertie, on est plus léger, etc. Voilà. Alors ça a aussi des influences sur la qualité, la sélectivité en particulier. On va diminuer le volume de capture, hein, on va laisser échapper une certaine partie des espèces et puis des tailles également d'espèces ciblées. Donc on peut diminuer les contraintes mécaniques, il y aura un volume de nage amélioré. On va limiter la diversité des espèces. Par exemple, si on laisse échapper les chinchards, eh bien on aura effectivement moins de frottement dans la capture. Donc on peut avoir une qualité améliorée. On va limiter évidemment les manipulations à bord. Hein. C'est le fameux trier sur le fond, pas sur le pont dont parle à juste titre et les professionnels. Et évidemment, c'est très symbolique. Et on n'a plus à trier sur le pont, donc on abîme moins, il y a moins de manipulation et en même temps, on gagne du temps. Donc il y a beaucoup d'influences, vous voyez, indirectes de la sélectivité. Alors, aussi, quand on parle de... Donc là, vraiment, quand on en arrive à la maille du chalut, ici, je vais vous montrer donc, une image de chalut standard. Donc je vais baisser... Je ne sais pas si vous voyez bien. Ça suffit ou est-ce que je baisse la... Ça va? Je n'ai pas besoin pour la caméra de... donc en fait, vous avez ici un chalut standard avec les mailles losanges. Hein, des mailles losanges donc, qui supportent... Alors évidemment, là on voit la nappe du... C'est ce qu'on appelle la partie droite, la rallonge du chalut, et où vous voyez la nappe qui est en fait, les mailles ne sont pas ouvertes en fait, ou très peu ouvertes. Et en fait, là c'est la capture, là on arrive, vous voyez, cette partie droite s'ouvre, on arrive vers la capture qui finalement ouvre les mailles devant, et qui vont générer de la sélectivité, parce que vous allez avoir des petits poissons qui s'échappent devant. Mais la tendance, si on fait porter la traction que vous avez dans l'eau comme ça, la tendance évidemment des mailles losanges comme ça, c'est de les fermer en tirant dessus. Alors après, il y a tout le montage du filet qui intervient, mais je ne rentre pas dans le détail. Et puis, à côté de ça, vous avez, par exemple, des innovations simples. Ce sont nos collègues polonais, Marc,
hein, polonais, donc qui ont, voilà, ils ont simplement, c'est eux, je pense, qui ont eu cette idée-là au départ, hein, Valdemar, et donc ils ont tourné les mailles à 90 degrés. Donc là, je suis à la maille à 0 degré, si vous voulez, et ils tournent la maille à 90 degrés dans ce sens-là, et vous avez des mailles beaucoup plus ouvertes. Et en fait, je vais quand même vous remontrer ça parce que j'aurais dû le mettre avant, mais je vais le relire. Je vais le remettre au début. Et vous avez là le même chalut que tout à l'heure, qui est un chalut à poisson, mais qui est en T90, donc en maille très ouverte, très gonflée. Et le même chalut, vous voyez, qui flottait complètement tout à l'heure, là vous avez des mailles très très ouvertes. Et là, on est dans la partie droite qui flottait complètement tout à l'heure. Et on va arriver jusqu'au cul du chalut qui est vide, mais qui est complètement ouvert, en fait. Hein. Alors ça, évidemment, on l'a testé avec du maillage comme ça en 70 sur de la langoustine. On perd 80% de langoustine commerciale. Par contre, pour du poisson, ça peut être effectivement un bon chalut sélectif pour du poisson, par exemple. Vous voyez là les poissons, les petits poissons à la limite qui rentrent et qui ressortent. Hein. Voilà. Et à mon sens, donc avec une bonne qualité. Alors ici aussi, en termes d'innovation, alors c'est des choses ressorties des cartons. Hein, Marc avait développé ça ça fait longtemps, mais les kites, ce qu'on appelle les kites, donc des espèces de, je ne sais pas comment appeler ça, comment on appelle ça, des paravanes, je ne sais pas comment on peut l'appeler. En tout cas, on va lever, si vous voulez, on remplace les flotteurs par ces espèces de systèmes que vous voyez là, c'est assez court le film. Mais en fait, là, l'idée, c'est pas tellement pour l'économie de carburant, c'est plus pour remplacer les boules. Donc l'avantage de ça, au lieu de ces flotteurs-là, si vous voulez avoir du très grand maillage, par exemple, derrière, ce qui est possible dans le dos du chalut, par exemple, eh bien, on a des risques avec les flotteurs, on a un risque d'emmêlage et d'abîmer le filet. Et en fait, ces kites, ceux-là, ont l'avantage justement de permettre d'éviter les emmêlages, quoi, à ce niveau-là. Bon, je passe là-dessus. Alors, quand on parle de sélectivité également, dans notre équipe, on avait une acousticienne qui a beaucoup travaillé là-dessus, Carla Scalabrin, et effectivement qui avait travaillé en particulier sur l'amélioration de la détection acoustique. Mais là, on va vraiment dans le détail. Vous aviez ici, par exemple, ce n'est pas un mauvais sondeur, c'est le sondeur de la Thalassa, et c'est vu par la Thalassa. Où en fait il voit le fond, mais sur le fond il voit rien, quoi, quasiment. Hein. Et puis ici vous avez au même endroit un sondeur qui a été mis sur un petit sous-marin. Alors c'était un sous-marin un peu haut de gamme, un petit AUV d'Ifremer comme on dit, un AUV quoi, mais peu importe. Hein. Le sondeur il a 40 mètres du fond, et là donc vous voyez le même fond, sauf que ce que vous voyez là, toutes les tâches que vous voyez là, ce sont des merlus qui ont été validés, ça a été vu par la vidéo également. Donc on a un signal acoustique excellent, incomparablement meilleur, et elle appelait ça, Carla d'ailleurs, sa prairie de merlu. Hein. Bon, ici vous avez en bas les progrès faits sur le traitement acoustique, les bandes sardines en 3D par exemple. Ici une image, c'est des images d'Xblue où on voit, bon, ils ont associé en fait le fond, vraiment la cartographie, et puis le sondeur qui permet de voir justement de voir les bancs de poissons, et on va quasiment maintenant jusqu'à l'histogramme. Alors ça marche pour le moment plutôt mieux sur les poissons pélagiques, en pleine eau, hein. Mais donc ça a en particulier un intérêt, on en reparlera peut-être dans le projet dont tu parleras tout à l'heure Thomas. Mais ce sont des choses, effectivement, essayer de faire de la sélectivité en amont. Alors c'est encore au stade de la recherche, bon, du développement industriel maintenant sur ces exemples-là, mais où effectivement l'idée de savoir ce qu'il y a devant un bateau avant de le pêcher. Hein. Donc sélectivité en amont. Sélectivité aussi, ça veut dire je dois savoir mesurer une maille, ce qui n'était pas simple pendant de nombreuses années avec des mailles de ce type-là ou d'autres mailles mécaniques, d'autres systèmes de jauge, pardon, de mesure de mailles de ce type-là qui dépendaient de la force de l'opérateur ou du poids qu'on mettait. Bon. Et là, donc cette jauge Oméga qui a été développée dans le cadre d'un projet européen avec une force constante qui permet, vous voyez peut-être ça dans les reportages à la télé, maintenant j'en ai encore vu une l'autre jour, la fameuse jauge Oméga, donc qui donne une mesure objective de la maille. Vous avez probablement entendu parler de ce projet dans le coin, justement, dans le golfe de Gascogne, sur l'amélioration de la sélectivité des chaluts dans le golfe de Gascogne. Donc ça, c'était vraiment le gros projet dans les années 2000, donc mené avec les professionnels, donc, qui a travaillé en particulier sur le panneau de Macaré qui est là. Ce panneau, donc, qui est dans ce qu'on appelle le gorgé, qui est la partie, donc vous avez la tour Eiffel, hein, le chalut à plat comme ça, et vous avez en fait cette partie conique, la dernière partie conique, avant la partie droite qu'on voyait tout à l'heure, et un panneau de maille carré qui est mis là, hein, que vous voyez ici en train d'être sorti de l'eau, en train d'être viré. Et là, vous avez un exemple, donc, hop, si je retrouve la souris, voilà. Nous avions mis ici, en fait, une poche de collecte au-dessus du panneau de maille carré. Donc, tous les poissons que vous voyez s'accumuler là, normalement, ils s'échappent dans l'eau. Hein. Et vous les avez ici, en fait, vous voyez alors, il y a des chinchards, je pense. Et vous les voyez en temps réel. Là, vous avez un merlu au départ, mais voilà, tous ces poissons, là, c'est en vitesse réelle. Hein.
des poissons qui sont en train de s'échapper, en fait, normalement, qu'on a collectés pour la caméra et pour le... Voilà. Donc le panneau de Macaré, il a permis de diminuer en moyenne de 26% l'échappement des petits merlus sous la taille légale, hein, dans le golfe. Parce que sinon, les professionnels se sont vraiment pris par la main parce qu'il fallait augmenter le maillage considérablement à l'époque. Et on a donc travaillé tous ensemble là-dessus. Il y a eu ensuite, ça a commencé dans la SCGG, dans ce projet dont je viens de parler, du travail sur la langoustine. L'IFREMER a beaucoup travaillé dessus aussi. On a ensuite travaillé avec la GLIA, dont Thomas est le représentant ici. Et avec ici l'ancien montage de la grille à langoustine sur le fond du chalut. Vous voyez, c'est une grille avec des barreaux et on laisse échapper au travers les petites langoustines. Alors il y a des petits poissons qui s'échappent aussi d'ailleurs à travers, mais là on est dans le chalut, on passe à travers et puis le reste de la capture va ici. Et là vous avez une poche, pareil, qui a été mise, une poche de collecte mise derrière. C'est encore Marc qui avait monté ça, hein, je sais pas. Voilà, une poche qui a été mise derrière et effectivement donc qui a permis de. Vous avez une image très très parlante ici, hein, sur bateau professionnel, et vous avez ici les petites langoustines et les petits merlus qui se sont échappés, enfin qui se seraient échappés si on ne les avait pas capturés pour les raisons de la démonstration. Et ensuite, on a travaillé sur le cylindre à maille carrée, dans le cadre d'un projet aussi plus récent avec la GLIA. Cylindre à maille carrée, après des essais sur bateau Ifremer, sur le Guendrez. Là, je ne vais pas rentrer dans le détail des échappements, avec des niveaux d'échappement tout à fait intéressants, aussi bien pour la langoustine et pour le merlu. Donc, je parle de l'échappement sous la taille légale, hein, la taille de débarquement. Vous voyez ici le cylindre. Hein, et puis, donc là, on fait le tour. Hein, c'est des mailles carrées, mais qui font tout le tour sur 3 mètres de long. Et puis, il y a également une grille inversée que vous voyez ici, au lieu d'être mise dans ce sens-là, ce qui posait des problèmes mécaniques sur le fond et pour l'enrouleur. On a installé la grille dans ce sens-là. Et là, vous voyez des échappements pour le merlu de l'ordre de 40%, 26% en nombre également des petites langoustines. Avec, malgré tout, un peu de perte commerciale sur les petites tailles commerciales. Plus importante là sur la langoustine. Je reviendrai là-dessus sur ce point-là. Quand vous faites de la sélectivité, c'est pas je laisse tout échapper les petits poissons. Il y a malheureusement, si on veut bien laisser échapper les petits poissons, au-dessus de la taille, malheureusement, on a une perte, souvent une perte commerciale, qui est la plus faible possible. On fait le maximum pour qu'elle soit la plus faible possible. Et ensuite, on a fait différentes combinaisons, mais on a combiné tout ça. Et là, vous avez la combinaison d'un cylindre à maille carrée, avec des mailles un peu plus grandes sur le dessus en 100 mm. On a une grille donc inversé qui est là, et un panneau de maille carré qui est posé sur le fond là, panneau de maille carré pour les langoustines. Et vous avez en fait la grille qui joue le rôle de frein, qui augmente probablement l'efficacité du cylindre qui est devant, et qui en même temps joue le rôle de déflecteur pour envoyer les langoustines sur le panneau de maille carré que vous avez au fond. Et avec ça, on a obtenu de bons résultats, je dirais, aussi bien pour le merlu, là vous avez la taille légale, en bas vous avez les tailles, hein, les histogrammes donc de taille, le nombre ici le nombre de merlus, hein, de petits et grands, avec la taille légale qui est là. Et vous voyez ici la différence entre le chalut sélectif qui est en noir et puis le chalut commercial qui est en gris, quoi. Et tout ça, on le laisse échapper. Et ici, alors vous voyez, il y a un petit peu de perte commerciale, mais ce n'est pas énorme. Et vous avez 46% d'échappement des merlus sous la taille légale. Et même chose sur la langoustine, à peu près 45% d'échappement des petites langoustines. Ici, sous la taille légale. Avec, sur les petites tailles, vous voyez malgré tout une perte commerciale, donc qui doit être acceptable économiquement, évidemment, ça s'étudie à chaque fois, évidemment, c'est aux professionnels après de voir s'ils peuvent le tolérer ou pas. Ou alors de trouver, j'y reviendrai, des mesures pour que ce soit acceptable. Et puis enfin, sur la sélectivité chalut, et je terminerai là-dessus, donc un dispositif que l'on a testé, qui a été mis en œuvre sur les pêcheries crevettières d'abord, avec une bonne efficacité. Donc c'est ce qu'on appelle le système Radial Escape Section. C'est la FAO qui avait développé ça il y a pas mal d'années. C'est un vieux dispositif, mais qui pourrait tout à fait être envisagé, pourquoi pas, pour laisser échapper du poisson sur des pêcheries langoustinières, par exemple, mais qui a été surtout utilisé pour la crevette. Donc le principe, c'est un cylindre de mailles carrées que vous avez ici, qui peuvent être des grandes mailles carrées, et à l'intérieur, on met un cône qui emmène en fait tout le monde, le poisson et puis les crustacés, les langoustines, qui les emmènent vers le fond du chalut. Et on met ici une petite boule qui peut éventuellement éclater les bancs de poissons, et vous allez le voir sur les images, favoriser l'échappement des poissons. Donc vous voyez ici le cône, et vous voyez ici le cylindre en mailles carrées. Vous le voyez ici sur le bateau. Et je vais donc montrer une petite vidéo qui sera beaucoup plus parlante, qui est faite avec ce qu'on appelle, quand on voit des vidéos d'assez loin comme ça, c'est fait avec notre système remorqué EROC qui se promène autour du chalut avec un pilote qui est sur le bateau. Et vous voyez ici, le cône, on a souvent discuté avec Marc, le cône pourrait être beaucoup plus petit,
pour favoriser l'idée, en fait, c'est que les poissons et les langoustines vont vers le fond, ou les crevettes vont vers le fond, et les poissons peuvent revenir en arrière pour s'échapper dans la zone de calme qu'on crée entre le cône et les mailles carrées que vous avez là. Alors ici, bon, on voit surtout l'effet de la boule qui est là. Donc vous voyez l'efficacité, en tout cas, sur la perturbation des bancs de petits poissons qui sont là, qui s'échappent en grand nombre. Voilà. Bon, c'est un dispositif sur lequel il y a encore du travail, mais qui pourrait être tout à fait intéressant. On en parle d'ailleurs dans le projet que Thomas va vous exposer tout à l'heure. La boule peut être intéressante pour différents dispositifs, et pour les cylindres en tout cas, mais c'est un dispositif vraiment pour laisser échapper les poissons, sans laisser échapper, si possible, les langoustines quand on est sur du multispécifique. Et voilà, et là-dessus, pour terminer sur ces aspects-là, je l'ai un tout petit peu évoqué, bon, peu importe ces différentes courbes, ces différents dispositifs sélectifs, mais ce que je voudrais vous montrer là, c'est ici une simulation, en fonction de ce que je vous ai montré comme type de résultat, une simulation des débarquements. Et souvent, évidemment, quand on met en place des dispositifs sélectifs, et plus ils sont ambitieux, plus c'est marqué, à court terme, oulala. À court terme, on peut avoir une perte. Hein, vous avez ici les années. Et on peut effectivement avoir à court terme une perte. Là, le cas extrême, c'est le T90. Je vous disais qu'il laisse échapper 80% des captures commerciales. Donc évidemment, sur de la langoustine, ça fait une énorme perte à court terme. Mais bon, sur d'autres dispositifs moins ambitieux, on va dire, on peut avoir une perte à court terme qui remonte ensuite, après quelques années, je dirais, pour atteindre et dépasser le niveau de débarquement antérieur, quoi, hein. Mais par contre, le problème, c'est évidemment de supporter la perte commerciale à court terme. Par contre, parallèlement à ça, la biomasse, elle, vous voyez ici, alors sur les cas les plus ou moins ambitieux, mais ce cas-là, par exemple, qui est une association de cylindres, je crois que c'est celui-là, qui est une association de cylindres et du cylindre dont je vous ai parlé, et d'une maille carrée, par exemple, et d'une grille, pardon. Vous voyez, donc une remontée ici, et vous avez ici, là, un bon gain de biomasse par rapport à l'état initial, quoi. Mais tout ça, évidemment, c'est. Donc, quand on parle d'un dispositif sélectif, évidemment, il y a le court terme, la perte commerciale pour un professionnel qui met en place un dispositif sélectif, ou s'il n'y en a pas, on essaye qu'elle soit la plus faible possible, mais quelquefois, on pourrait être un peu plus ambitieux en tolérant une perte court terme, qui pourrait être un gain à moyen terme, mais pour le professionnel, elle peut être insupportable. Pour l'entreprise, évidemment, s'il y a trop de pertes à court terme, ça peut être insupportable. Donc, mais tout ça, ça peut être mis sur la table et, à mon sens, discuté. Voilà, pour la sélectivité des chaluts. Pour maintenant passer aux économies de carburant, donc vous avez compris le lien quand même entre la sélectivité quand on met des grandes mailles et l'économie de carburant. Donc en gros, quand on consomme du carburant sur un navire de pêche, là on parle du cas d'un chalutier, il y a en gros un tiers pour le navire pour qu'il fasse route, c'est une moyenne, hein, mais pour la propulsion de la carène pendant qu'on chalute, pour le froid, pour les auxiliaires, et puis les 2 tiers pour le train de pêche. Donc d'où l'intérêt de travailler évidemment sur l'économie du train de pêche. Et sur les 2 tiers du train de pêche, il y a en gros 10% pour les câbles, 30% pour les panneaux, et puis 60% pour la partie filet, hein. Donc, et on peut gagner évidemment à tous les niveaux. Et à multiplier par 2 tiers pour avoir le gain sur la consommation totale, hein. Donc, on a beaucoup travaillé sur les panneaux. Alors ici, vous avez vraiment un panneau traditionnel, ancien, avec des planches, où vous voyez le sédiment qui est levé. Je n'ai pas remis le film, mais c'est extrait. Bon, vous comprenez bien ici, donc on lève vraiment du sédiment sur toute la hauteur. Ici, vous avez un panneau commercial Morgère, sur lequel on a travaillé dans différents projets, OptiPêche et De Gris. Bon, c'était optimisé avec des logiciels de simulation. Et vous avez ici ce panneau, donc ça date un peu, hein, il y a eu des générations qui ont succédé à cela, parce qu'on ne fait pas de la vidéo quand même assez lourde comme ça tous les jours. Mais là, vous voyez le panneau qui lève juste même pas un tiers de sa hauteur, on va dire, en termes de sédiments, quoi, hein. Et c'est un panneau, là, en gros, qui a permis, les armements qui ont utilisé cette génération de panneaux ont vu un gain de 5% d'économie de carburant. Ce qui est important, évidemment, ce qui est important. Alors, voilà pour ce panneau commercial. Et puis maintenant, je vais vous parler, je n'ai pas mis le schéma, mais pour que ce soit simple, mais ce panneau, en fait, qu'on appelle le panneau Jumper, là, c'est un prototype qu'on a développé, que Benoît Vincent, en fait, un collègue de l'équipe, hein, faut rendre à César ce qui appartient à César. C'est vraiment Benoît, notre hydrodynamicien, qui a développé ce panneau-là, qui a eu cette idée-là, qui peut paraître bête, mais de déplacer le centre de gravité du panneau. Et en fait, il a inséré, si vous voulez, sur un panneau quasiment utilisé en pélagique, il a inséré une béquille, quoi, en fait, une béquille. Et dès que le panneau touche le fond, il s'appuie, si vous voulez, sur l'eau, il bascule, il y a un mouvement de bascule, et en fait, et là, il va sauter. Donc vous allez le voir en image, c'est beaucoup plus simple, et vous allez comprendre tout de suite. Voilà le fameux panneau Jumper, donc, qui est en
Voilà, dès qu'il touche le fond, si vous voulez, il saute, quoi, en fait. Hein. Et en fait, alors là, il n'a pas de tuyère, hein, donc il n'a pas de trou d'échappement. On est en train de l'optimiser actuellement. On travaille dessus avec des armements. Je peux vous remontrer l'image, mais effectivement, donc on est en train de l'optimiser pour qu'il puisse être encore plus économe, si possible, en carburant, pour qu'il s'immerge plus vite, parce qu'il a tendance à planer quand on l'immerge. Mais voilà, en particulier. Alors évidemment, si vous avez besoin du rabattage du sédiment, hein, qui fait peur aux poissons, etc., comme on l'entend souvent sur la pêcherie chalutière, c'est un panneau qui ne fera pas l'affaire. Par contre, sur des pêcheries peut-être langoustinières, par exemple, ça peut être tout à fait intéressant. Quand on vise en particulier la langoustine. Hein. Bon, voilà, mais c'est à creuser, on a des essais en cours, c'est à poursuivre. Et, voilà. Mais là, évidemment, l'objectif, c'est de limiter l'impact et parallèlement d'économiser du carburant. Bon, je parlerai, il y a eu pas mal, on a fait encore récemment, nous, des essais sur des allègements de bourrelets, hein, où on n'a pas noté de différence, on a remplacé de la chaîne par ce qu'on a des câbles à haute résistance, enfin des cordes, si vous voulez, à haute résistance, comme le Dynéma, quoi, et donc, mais bon, il y a des choses intéressantes où on ne note pas véritablement de différence de pêche. Et puis ça, par contre, c'est juste pour rappeler ça, vous en avez peut-être, enfin les professionnels en ont entendu parler, je pense, les bourrelets à plaques, mais on peut encore s'en inspirer. C'était des collègues norvégiens qui ont développé ça. Donc en termes, puisqu'on parle d'innovation, c'était une innovation, malheureusement qui n'a pas vraiment été appliquée à ma connaissance parce que c'est difficile à régler. Mais peut-être qu'on peut malgré tout s'en inspirer, même dans la conception de nos bourrelets peut-être. Enfin, il y a des choses. En tout cas, là, on voit, vous voyez, bon, le chalut qui est sur le fond, bon, qui lève assez peu de sédiments. Là, on le voit avec des poissons devant. Et vous allez surtout le voir juste après, au-dessus de crabes. Vous savez, en Norvège, ils ont eu ce problème sur le crabe tchatka, là, qui a été importé en Norvège, et qui y en a. Et voilà. Et là, vous avez le chalut qui vole au-dessus, c'est une image assez connue, hein, du Saint-F, donc, où vous avez le chalut qui vole au-dessus des crabes, quoi, en fait. Hein. Mais le réglage est quand même assez délicat. Mais en termes d'impact, vous l'avez vu sur les panneaux, mais également sur les bourrelets, on peut quand même aussi améliorer les choses. Bon, il y a plein. Je ne vais pas parler de la pêche aussi électrique, hein, sur les chaluts à perche qui sont des chaluts lourds où on met des électrodes. Vous avez peut-être aussi entendu parler de ça. C'est vrai que c'est une innovation dont j'aurais pu parler, mais ça ne nous concerne pas trop. Ça ne nous concerne pas pour le moment, en tout cas dans le golfe de Gascogne. Mais bon, on met des électrodes qui, au lieu de mettre des chaînes, on met des électrodes qui font fuir le poisson. Alors, toujours ça, des choses sur lesquelles on a vraiment anticipé à l'Ifremer avec le développement de ce logiciel Dynamite, qui est un logiciel qui a permis de... bon, je vous montre ça pendant que je parle, mais en fait, l'idée, c'est un logiciel qui simule toutes les forces qui s'exercent en tout point du chalut, et donc en fonction de toutes les modifications qu'on peut apporter au chalut, à la partie filet. Hein. Donc, en l'occurrence, par exemple, de modifier la forme, modifier le maillage, modifier le diamètre du fil. Et en fait, et on voit ce logiciel-là permet donc d'optimiser la forme de la partie filet. Et avec ça, on a fait beaucoup de choses là-dessus, mais bon, il y a beaucoup de professionnels qui sont maintenant appliqués. Bon, on a nos collègues des docks de quai romans qui utilisent ce logiciel dans la conception des chaluts couramment. Hein. Bon, certains gros armements en disposent également. Bon, en fait, on a travaillé à une époque on avait fait un gros travail avec le comité régional des pêches. On avait des chargés de mission qui ont fait le travail avec nous là-dessus. Et où on a en fait simulé beaucoup de cas de chalut, des cas de chalut représentatifs, définis avec les professionnels, sélectionnés avec la profession, et on avait vu en fait montrer ce qu'on pouvait économiser en termes de carburant, et on a atteint comme ça des économies de jusqu'à 20%, si vous voulez, en fonction des types de navires et des types de chaluts évidemment qu'ils traînent. Et avec des amortissements, dans certains cas, on remplaçait le train de pêche complet et on l'amortissait, pour les plus gros bateaux, on l'amortissait en 4 mois. Grâce à l'économie de carburant générée, quoi. Mais bon, tout ça, c'est des choses qui ont été mises en place sur de nombreux chaluts. Hein. Il y a eu beaucoup d'optimisations qui ont été faites. Malheureusement, bon, ça a permis d'aider au moment de la crise. Mais vraiment, mais maintenant, malheureusement, ce qui est fait n'est plus à faire, ne reste plus à faire. Hein. Donc, il y a encore des bateaux probablement qui pourraient optimiser leur train de pêche. Alors maintenant, voilà, bon, je vais m'arrêter sur le chalut. Là, je reste relativement proche parce que je parle de la Seine danoise, mais je parle, pour terminer, d'autres techniques de pêche. Où là, la Seine danoise, vous en avez probablement aussi tous plus ou moins entendu parler. Alors, la Seine danoise, c'est un chalut. C'est un chalut, mais en fait, vous avez sur la partie filet. Hein, sur la partie filet, c'est un chalut avec beaucoup de flotteurs qu'on pose au fond et qui reste complètement ouvert avec une assez grande ouverture verticale, comme on dit.
pardon, j'ai perdu mon... Voilà, ici. Hein, mais puis vous avez tous ces flotteurs qui le gardent bien ouvert. Et en fait, la Seine danoise, à l'origine, c'est un engin léger, avec on le fixe, en fait, on pêche sur une ancre, sur un point fixe, et en fait, on va filer un câble qu'on appelle une maillette, un câble, mais qui peut être très long, ça va jusqu'à 4 km de long, hein, mais plutôt 2,5 km jusqu'à, disons, 4 km là. Et ensuite, donc, on accroche dessus, on a notre partie filet qui est là, que vous voyez en petit, qui est là, ouverte. Et ensuite, on a le deuxième câble, si vous voulez, qui va être abattu et ramené vers l'ancre. Et on va tirer sur l'ancre, en fait. Et on va rabattre comme ça. Donc ça, c'est la Seine danoise sur un point fixe. Et puis, ce qui est plus connu, ce qui est pratique, on appelle ça Seine danoise, mais c'est ce qu'on appelle la Seine écossaise, qui est pratiquée aussi bien par les Concarnois, par les Sablés en France. C'est la Seine écossaise, donc qui est la même chose, mais sauf qu'on avance quand on vire. Voilà, vous avez le même triangle, on va dire. Hein. Donc il y a un grand triangle, parce que vous imaginez de 2,5 km de chaque côté, ça prend beaucoup d'espace. Et ensuite, en virant, on avance en virant, quoi. Et donc vous avez on resserre comme ça les câbles, et ce sont les câbles que l'on va rabattre qui vont pêcher. Ce sont les câbles qui pêchent et qui rabattent vers le chalut. Hein. Et on rabat comme ça des surfaces importantes, en l'occurrence qui sont des surfaces supérieures, d'ailleurs en surface balayée, de l'ordre au moins 2 fois par rapport au chalut, quoi. Alors évidemment, il n'y a que les câbles qui pêchent, donc c'est sur des espèces vraiment très benthiques, très proches du fond. Voilà, donc voilà pour la Seine danoise, c'est un engin efficace et très économe en carburant. Mais qui prend beaucoup d'espace, donc on ne peut pas dire je remplace tous les chaluts par la Seine danoise. C'est pas possible, quoi. D'abord, c'est fait quand même pour des fonds plutôt plats, et puis ça prend beaucoup d'espace, quoi. Et l'espace est immobilisé pendant toute la durée du train de l'opération de pêche, quoi. Alors, en autre technique de pêche également, les nasses à poissons, on a pas mal travaillé dessus, nos collègues norvégiens aussi ont pas mal travaillé là-dessus. On a donc sur des nouveaux modèles de nasses, hein, c'est ancestral. Alors ça fait partie vraiment des innovations dont je parlais, des innovations qui n'en sont pas, c'est ancestral. Alors on a apporté des améliorations sur les systèmes, les goulottes d'entrée, sur la juxtaposition des chambres, etc., sur les formes verticales, horizontales. On a pêché dans le golfe de Gascogne beaucoup de congres, du taco, des lieux jaunes. Là, on est en train de faire des essais en Manche-Mer du Nord sur le cabillaud. Bon, a priori, ça pêche bien du cabillaud. On a pêché pas mal de légines. On a fait des essais avec, je vais juste vous montrer une petite image parce que c'est une image profonde qui est marrante, mais c'est une légine. Vous savez, ces poissons-là pêchés dans les mers australes, donc qui sont pêchés à la palangre. Et il y avait toute une grosse campagne d'essai dans le cadre du projet Orcassav qui a été menée. Là, en l'occurrence, vous voyez une légine qui est rentrée, mais qui ressort, parce que la goulotte, comme on dit d'entrée, elle lui a permis de rentrer, mais elle lui a aussi permis de ressortir. Donc tout ça, c'est des choses à optimiser quand on travaille sur ce genre d'engin. Là, on est à 1000 mètres de fond, là. Voilà. Et puis, alors, vous avez bien sûr les casiers à langoustine. Vous avez vu, il y a eu un thalassa fameux là-dessus où on nous montrait effectivement l'expérience écossaise en particulier, avec de la langoustine de grosse taille, pêchée vivante, qui est mise dans des petits compartiments individuels. Donc évidemment, ça se vend cher. Par contre, ça pêche, vous voyez, de la grosse langoustine. Ça, c'est des essais que l'on a menés. C'est ce qu'on a pêché nous dans le golfe de Gascogne. Hein. Donc on pêche de la grosse jusqu'à 300 grammes, hein, voire plus. Mais donc c'est intéressant, ça s'étudie. Il faut surtout pas, par contre, que ces engins-là soient mis en supplément du chalut dans des zones sanctuaires, par exemple. Il faut vraiment raisonner de façon bio-techno. Enfin, je l'ai écrit plus loin, mais de façon générale sur ces engins-là, il faut raisonner au niveau biologique, au niveau technologique, au niveau économique, évidemment, et puis au niveau sociologique, parce que c'est des engins, le métier du casier est réputé difficile, c'est pas... Voilà, donc il y a aussi le côté social qui est important. Bon, je m'arrête là-dessus sur le casier, on peut en discuter si vous voulez. Beaucoup de progrès aussi, de petites évolutions, alors sur des petites choses simples, sur des moulinets de traîne automatiques, des choses comme ça, des dandinettes automatiques, des choses simples, sur la palangre au sens large, enfin, ou sur les lignes en tout cas. Et puis voilà, ça c'était aussi pour vraiment, c'est un peu ce que je viens de dire avant, faut vraiment encadrer, quand on parle de ces techniques, là c'est une caricature en Indonésie, mais des nasses à poissons, j'ai déjà montré cette image-là, mais effectivement où on voit, évidemment, tous ces engins-là, il faut, si on en met trop, on peut aboutir à l'effet inverse, hein, évidemment, et ça peut être le cas sur le casier à langoustine, bien entendu, mais ça doit être maîtrisé, encadré, mais après ça s'étudie de façon bioéconomique, évidemment. Hein.
Donc, mais c'est tout à fait important. Et d'ailleurs, là-dessus, enfin, ça fait longtemps qu'on le dit, mais si on doit vraiment un jour étudier le Casia langoustine, il y a eu des études de fait, on a fait des études, les professionnels ont fait des études, mais dans des zones proches de la côte, etc. Si on doit vraiment étudier ça un jour, bon, je le lance aux professionnels, mais il faudrait vraiment, on l'a déjà dit, hein, mais c'est pas simple évidemment, mais il faut vraiment se dire, on travaille sérieusement sur une zone et on regarde pendant 5 ans ce qui se passe dans cette zone-là. Et on voit vraiment si c'est viable, si le nombre de casiers qu'on mettrait permet d'avoir un bon équilibre à terme, quoi. Bon. Voilà. Et puis en termes, dernière innovation, et je termine, le système, si on parle de palangre, donc là, c'est palangre à vraiment une autre échelle, ce qu'on appelle sur la palangre industrielle, bon, le système Moonpool, qui est une belle innovation, hein, effectivement, où là, c'est un puits. Donc sur un bateau, on crée un puits, et on remonte donc la palangre dans ce puits. Donc ça veut dire c'est bien pour l'équipage parce que l'équipage il est autour d'un trou et bon c'est sécurité totale. Et puis en même temps pour le poisson donc, qui sort de l'eau, donc il y a vraiment le poisson, il y a beaucoup moins de décrochage, hein, donc pour la qualité qui est super, etc. Et puis par contre, et puis également pour les oiseaux. Hein, j'ai parlé de crozet tout à l'heure, mais sur crozet, le problème c'était la prise en particulier accidentelle d'oiseaux. Il y avait ça, et puis les problèmes des orques aussi. Bon, je ne vais pas détailler ça, mais il y avait des captures d'oiseaux sur les palangres quand ils sont à l'arrière du navire, quoi. Et donc, et là en fait, on ne capture pas d'oiseaux puisque la palangre elle est sous l'eau, quoi. Hein, elle est sous l'eau. Mais ça, alors évidemment, voilà, le type de bateau, on est sur un palangrier, plus de 50 mètres, c'est du gros bateau, il y a quelques bateaux comme ça. Voilà, ça peut être ça aussi, la palangre. Hein, voilà. Et vous avez vu d'ailleurs dans la presse hein, récemment, bon, évidemment, ça peut être intéressant, mais il faut le tester, il faut le... Voilà. Donc, en conclusion, enfin, vous l'avez compris, c'est une question au départ, est-ce que l'innovation technologique peut contribuer à une pêche durable? J'en suis convaincu. Évidemment, on peut aussi... Il ne faut pas non plus développer l'effort de pêche outre mesure, c'est une évidence. Donc là, c'est un équilibre à trouver. Mais en termes, en tout cas, si on veut, tout dépend. Chaque engin peut être vraiment utilisé de façon durable. Voilà, tout dépend comment on l'utilise, quel effort de pêche on développe. Hein. Et puis, voilà. Donc, bien sûr, on doit, quand je parle d'innovation, c'est pour contribuer vraiment à la durabilité des pêcheries. Je pense aussi qu'il faut faire attention, il ne faut vraiment pas arrêter d'innover. Quand les périodes de crise sont passées, hein, sur le carburant, on a ça, c'est vrai, il y a la crise tout de suite, il faut travailler. Heureusement, on avait anticipé avec le genre de logiciel dont j'ai parlé. Mais effectivement, quand ça va un peu mieux, ben, c'est là qu'il faut innover, je pense. Après, bon, il y a plein de critères qui vont influencer évidemment cette innovation, hein, dans le contexte économique. Les pressions diverses et variées. En ce qui concerne la sélectivité, on a parlé de dispositifs technologiques, hein, c'était un sujet technologique ce soir, mais bien sûr, il y a à la fois ce qu'on appelle aussi les stratégies de pêche, hein, qui sont très importantes. Donc, dans certains cas, on peut laisser échapper des juvéniles ou ne pas capturer des juvéniles ou des adultes reproducteurs parce qu'on se dira à telle période de l'année ou à telle profondeur ou à tel endroit, je n'irai pas pêcher. Hein. Donc ça aussi, c'est de la sélectivité, c'est sans avoir besoin de changer l'engin, quoi, hein. Donc c'est l'association de ça, des engins de pêche et puis des stratégies de pêche, et puis également le comportement sélectif, développer le comportement sélectif, et Dieu sait qu'il se développe en particulier dans le golfe de Gascogne, le comportement sélectif du pêcheur des armements. Et les pêcheurs savent très bien que dans certaines zones, à telle époque de l'année, ils vont trouver des juvéniles ou telle espèce qu'ils ne veulent pas capturer, et ils ne vont pas aller pêcher dans cette zone-là. C'est de la sélectivité aussi, hein. Et il y a certains armements qui développent ça, et c'est quelque chose de très important. On peut vraiment diminuer les rejets en adoptant un comportement sélectif. Voilà. Alors, et puis voilà, c'est mon dernier transparent. Bien sûr, bon, ça j'aime bien le dire, mais bon, évidemment le partenariat scientifique pêcheur équipementier est fondamental, hein, avec un respect mutuel des uns et des autres, pour assurer le succès de tous ces types d'innovations dont on a pu parler. L'importance d'échanger, d'avoir des ateliers d'échange, de notre bassin d'essai qui a été refait avec le soutien de la région Bretagne, des collectivités territoriales qu'on remerciera jamais assez, de la simulation numérique, des vidéos sous-marines, bien sûr, avec une complémentarité, bien sûr, des essais sur les navires scientifiques, sur les navires professionnels et éventuellement d'échanges d'embarquements réciproques, hein. Et puis l'importance des mesures incitatives en termes de sélectivité, quand je parlais de cette notion de court terme et de moyen terme, donc d'envisager éventuellement des mécanismes de compensation, en tout cas de discuter sur ces pertes court terme pour envisager un gain à moyen terme et un bénéfice commun à moyen terme. Voilà, c'est un balayage rapide, je vous remercie de votre attention et si vous avez des questions, n'hésitez pas.
Et Thomas va vous parler d'un projet donc, qui reprend un certain nombre de choses qu'on a évoquées là. Donc, Bonjour à tous. Je crois que vu que les exercices le demandent, je vais d'abord commencer par me présenter. Donc Thomas Rimaud, donc je suis actuellement chargé de mission à l'Aglia que je vous présenterai tout à l'heure. Donc rapidement mon parcours, moi j'ai une formation d'ingénieur à Lieuth que j'ai terminée en 2004 à Agrocampus à Rennes. Et du coup, c'est durant les stages, durant cette formation que j'ai découvert le secteur de la pêche qui m'a beaucoup plu. Et du coup, j'ai souhaité continuer dans ce secteur-là. Et du coup, j'ai travaillé d'abord de 2 ans, entre 2004 et 2006, dans un projet qui avait pour but d'essayer d'améliorer, de faire de la co-expertise sur la sole du golfe de Gascogne. Donc en fait, c'était essayer d'améliorer le dialogue et la compréhension mutuelle entre pêcheurs et scientifiques pour au final améliorer la connaissance sur le stock et les évaluations. Ensuite, j'ai travaillé à l'issue de ce projet dont les financements sont terminés. J'ai travaillé 2 ans dans une organisation de producteurs conchilicoles en Vendée, où j'ai travaillé sur des projets collectifs avec les ostréiculteurs de Vendée et de Pays de la Loire, mise en place de démarches qualité, etc. J'ai ensuite travaillé j'ai eu un petit break pour un projet personnel, et j'ai ensuite travaillé à Norma Pêche Bretagne pendant 2 ans, essentiellement sur des projets de labellisation de label rouge sur la noix de Saint-Jacques surgelée et sur de la moule de Bouchot. Donc voilà, et ensuite je suis revenu à l'Aglia en 2012 sur un projet qui vient de se terminer qui s'appelait Concertation pour une pêche durable sur la Grande Vasière. L'idée étant d'avoir une concertation entre tous les acteurs, donc pêcheurs, scientifiques et ONG, autour d'une gestion durable des ressources de la Grande Vasière. Et du coup, j'ai participé au montage du projet Redresse que je vais vous présenter tout de suite. Donc pourquoi projet Redresse dans le golfe de Gascogne? Redresse, c'est pour réduction des rejets et amélioration de la sélectivité. Donc voilà, pourquoi la sélectivité? Donc on a vu, Pascal nous a fait un bon tour, un bon panorama de tout ce qui a été fait, de tout ce qu'il est possible de faire en termes de sélectivité, tout ce qui est déjà en œuvre à bord des navires professionnels. Exemple des panneaux de mailles carrées pour le merlu, des dispositifs sélectifs pour la langoustine, qui sont aujourd'hui obligatoires sur les navires professionnels. Et aujourd'hui, du coup, le contexte réglementaire a changé. Vous avez sûrement entendu de la nouvelle PCP et de l'interdiction des rejets qui s'appelle, que les règlements dénomment l'obligation de débarquement, donc qui est en œuvre depuis le 1er janvier 2014. Donc c'est l'article 15 de ce nouveau règlement qui définit un petit peu les modalités de comment doit se faire cette obligation de débarquement. Et globalement, ça peut se traduire de 2 façons différentes. Soit on ramène, les pêcheurs ramènent toutes les captures à terre, mais qu'est-ce que ça a comme conséquence pour les professionnels et pour l'écosystème? Donc j'en ai listé ici quelques-unes. D'une part, ça modifie l'équilibre actuel des écosystèmes exploités. En effet, le chalutage est pratiqué dans le golfe de Gascogne depuis plus de 50 ans, et l'écosystème a évolué avec ça. Et du coup, de ramener tous les rejets à terre, il y aura plus de rejets qui retomberont au fond de l'océan, et toutes les bébêtes qui se nourrissent des rejets, etc., vont se trouver perturbées. Ramener les rejets à terre, toutes les captures à terre, ça veut dire du traitement à bord supplémentaire. C'est les marins qui vont devoir faire la manutention de tous ces volumes de rejets. Ça nécessite du stockage à bord pour que
ces captures soient conditionnées dans des conditions acceptables, ne nuisent pas à la sécurité du bateau, ne déséquilibrent pas le bateau. Ça demande un important traitement à terre. Et c'est des captures qui sont souvent à très faible valorisation, donc qui ne rémunèrent pas le travail supplémentaire à bord. Donc ça, c'est la première façon de voir les choses, c'est ramener toutes les captures à terre. L'autre façon, c'est d'améliorer les pratiques au niveau des stratégies de pêche ou au niveau des dispositifs. On a vu quelques exemples, Pascal nous a présenté quelques exemples de solutions techniques. Donc on peut améliorer ces pratiques pour diminuer les rejets. Et du coup, ça, c'est bien entendu la volonté des professionnels dans la mesure où ces améliorations leur permettent de continuer leur activité de manière viable. Donc qui continuent à pêcher, bien sûr, suffisamment pour continuer à être rentable économiquement. Donc, je le répète ici, mais parce que je pense que c'est vraiment réel, c'est du coup trier sur le fond plutôt que sur le pont. Et donc les objectifs de cette sélectivité sont de pérenniser les activités de pêche tout en préservant les ressources halieutiques et les écosystèmes marins, assurer l'approvisionnement alimentaire avec des produits de qualité et proposer des mesures techniques efficaces, opérationnelles et qui permettent d'assurer la viabilité économique des entreprises de la filière, à la fois les navires mais aussi tout le reste de la filière. Donc voilà pourquoi la sélectivité. Donc, je vais vous présenter deux projets. Donc, il y a deux zones d'études. La zone mer celtique, où pêchent les chalutiers hauturiers, donc où il y a un projet d'amélioration de la sélectivité qui est porté par l'Organisation de producteurs pêcheurs de Bretagne, et une autre zone d'études qui est le golfe de Gascogne, que je vais vous détailler un peu plus, parce qu'il est porté par la GLIA. Et donc ce projet va concerner les chalutiers de fond avec le métier poisson et langoustine, les chalutiers pélagiques avec les métiers anchois et thon, le métier du filet et le métier de la Seine danoise. Donc je vous présente ces deux projets parce qu'ils fonctionnent sur le même schéma, c'est la même méthodologie de travail. Donc c'est des projets qui viennent de commencer début 2014, en janvier 2014 pour 2 ans, avec un financeur principal qui est France Filière Pêche, une participation financière en autofinancement de l'Ifremer et le reste par les régions de la façade atlantique. Ce sont des budgets avec des budgets assez conséquents, de l'ordre du million d'euros, et donc avec des différents partenariats, et le partenaire scientifique est Ifremer. J'en profite juste pour vous présenter rapidement ce qu'est la GLIA. Donc en fait, elle rassemble les conseils régionaux de la façade atlantique. Elle rassemble les conseils régionaux, les professionnels de la pêche et des cultures marines. Sa zone de compétence, c'est Bretagne, Pays de la Loire, Poitou-Charentes et Aquitaine. Et donc l'objectif, c'est de promouvoir les activités liées à la pêche et l'aquaculture dans le golfe de Gascogne, pour rassembler tout le monde et mieux se comprendre et en fin de compte mieux agir. Donc je vous ai juste remis ici quelques actions, quelques projets que met en œuvre la GLIA. Donc il y a un observatoire économique et halieutique qui est en place depuis plusieurs années, un colloque qui a lieu tous les ans sur des thèmes d'actualité, et plusieurs projets collectifs. Donc Pascal a parlé tout à l'heure des projets sur l'amélioration de la sélectivité pour la langoustine, qui étaient portés par la GLIA. Il y a eu des projets d'amélioration de la sélectivité sur la crevette, des projets sur le pescatourisme, des projets un projet qui s'appelle Rebecca, sur le marquage de raies brunettes dans le golfe de Gascogne. Donc voilà quelques exemples d'actions de la GLIA. Je reviens du coup sur le projet d'amélioration de la sélectivité, donc le projet Redresse. Donc c'est un projet qui vient de commencer, donc je vais juste vous présenter en 2 diapos le principe de travail, et j'espère qu'on pourra se revoir plus tard pour vous parler des résultats obtenus lors de ce projet. Donc c'est tout d'abord un travail en partenariat. Donc Pascal le rappelait tout à l'heure, mais c'est vrai que ce partenariat est très important pour trouver des solutions qui sont comprises par tous, comprises et acceptées par tous.
Donc c'est un projet où travailleront donc les pêcheurs eux-mêmes, les scientifiques de l'Ifremer, les équipementiers, donc il y a les docs de Kéroman qui sont là et qui participeront au projet, les organisations professionnelles par l'intermédiaire des OP et des comités des pêches et du CCR, et les financeurs, donc France Filière Pêche, et les régions de la façade Aglia. Et ça sera ma dernière diapo pour vous présenter du coup les différentes étapes de ce projet. Donc la première étape, ça sera de faire une analyse donc, pour chacun des métiers. Donc on a vu le métier du chalut de fond, chalut pélagique, filet et seine danoise. Faire une analyse de l'existant, des problématiques et des objectifs qu'on peut se fixer en termes de sélectivité. Donc ça, comment est-ce qu'on va faire cette analyse-là? Par l'intermédiaire d'ateliers de travail qui vont se faire ici au bassin d'essai, avec les technologies des pêches ici, l'Ifremer, les équipementiers et les professionnels. Et on va réaliser aussi une centaine d'enquêtes de terrain sur la région Aglia pour aller demander directement aux pêcheurs comment eux voient cette problématique des rejets et quelles solutions ils peuvent envisager, imaginer pour diminuer les rejets et trier sur le fond plutôt que sur le pont. Donc suite à ces deux étapes qui vont se mener en parallèle, on fera donc, tous ensemble, hein, tous ces partenaires, une sélection des solutions à tester. Et donc on ira en mer dans des conditions réelles de pêche à bord des navires de pêche. Tester ces engins. Donc à chaque fois, il y aura comparaison avec un témoin, il y aura un observateur à bord, l'ensemble des captures seront mesurées, etc. On travaillera aussi avec des simulateurs. On fera de la vidéo sous-marine pour regarder directement l'effet des dispositifs sélectifs sous l'eau durant l'action de pêche. Il y aura des capteurs pour essayer de mesurer ce qui se passe au fond de l'eau, etc. Suite à ces tests, du coup, il y aura une analyse de l'efficacité des différents dispositifs. Donc, ce sera une analyse de données, un retour d'expérience. On échangera entre tous les partenaires pour voir ce qu'il faut améliorer. Et parallèlement à ça, il y aura une étude socio-économique de la mise en place de chaque dispositif testé. Donc on a vu tout à l'heure qu'il y a plein de dispositifs qui existent, mais il faut qu'ils permettent aux pêcheurs de continuer à pêcher, continuer à vivre, à avoir une activité économique pérenne. Et du coup, on va faire une étude d'impact socio-économique pour tester ces parallèles, pour tester cet aspect-là en parallèle. Donc on aura à la fois une étude technologique et une étude socio-économique. Pour, au final, pouvoir mettre en œuvre ces nouveaux dispositifs qui seront du coup acceptés par tous et qui permettent, on espère, une amélioration, une réduction des rejets pour ces dispositifs. Donc voilà, je vous remercie pour... Merci pour cette intervention. Je vous propose de passer à la phase de questions. Donc, allez-y. Alors, j'ai bien écouté, bien entendu ce qui vient d'être dit dans la deuxième phase de la présentation. Bon, je suis parfaitement pour, tout en étant inquiet de cette accumulation de rejets sur le pont des petits bateaux ou des moyens bateaux. Je ne rentrerai pas dans le détail sur les conséquences ou les causes que ça peut avoir en mer. Donc, ce que je voulais savoir, moi, c'est très positif d'ailleurs ce travail, mais quels sont les recherches que font les pays européens qui ont les mêmes inconvénients qu'en France, hein, sur la qualité du poisson et sur la
quantité de poissons que nous réserve l'avenir dans 10, 20, 30 ans si on ne fait pas attention. Alors, quels sont les travaux comparables qui peuvent être faits en Angleterre, en Norvège, en Belgique, en Espagne? Alors, du coup, je vais passer la parole à Pascal parce qu'il c'est lui qui est plus au fait de ce qui se passe au niveau européen. Mais globalement, chaque cas est particulier. Dans le golfe de Gascogne, par exemple, c'est la particularité d'avoir des pêcheries qui sont très multispécifiques. Donc au chalut, un coup de chalut moyen, on a une vingtaine d'espèces commerciales qui sont pêchées en même temps. Ce qui fait pas mal, du coup, faire la sélectivité à la fois sur la langoustine ou sur la lotte, qui n'ont pas du tout la même morphologie. C'est un cas particulier. Et du coup, d'autres pays ont cherché sur des problématiques qui sont différentes. Par exemple, sur des captures d'aigle fin ou de merlan pour ne capturer que l'aigle fin, que le merlan, etc. Donc il y a d'autres travaux de recherche qui se font, mais aussi sur des cas qui sont différents. Mais je laisse Pascal compléter sur ce point. Juste une petite parenthèse, quand on parle du golfe de Gascogne, bon, il y a les pêcheurs bretons, on peut tout mettre dans la politique, mais il y a les Espagnols qui sont en force. Hein. Est-ce que, ce que je voulais savoir, si eux faisaient de leur côté à peu près le même genre de travail, ou ont-ils une démarche qui se rapproche de la vôtre? Je ne sais pas si Pascal, tu m'as bien compris. Oui. Déjà, ce que je voulais dire, c'est qu'on a quand même, heureusement, on a une gestion européenne des pêches, hein, donc avec les systèmes de TAC et quotas, tout ça, que tu connais bien, donc qui encadre, heureusement, tout ça. Donc, et puis là, on a nouveau projet de politique commune des pêches, où il y a cette fameuse interdiction des rejets, hein, donc aussi, c'est qui est la même pour tout le monde, quoi, en fait. Alors, donc pour ça, il va bien falloir trouver des solutions. Donc on a parlé de plein de solutions, que ce soit des solutions techniques, de stratégie de pêche, de comportement. Donc des solutions, il y en a pour améliorer les choses, à condition évidemment qu'elles soient économiquement viables. Ça fait bien des années qu'on travaille avec nos collègues espagnols ou anglais, écossais, etc., irlandais. Donc dans le cadre de projets européens, d'ailleurs financés par l'Europe, hein, on a eu des gros projets je les ai pas cités là, mais tous ceux dont on a parlé, des associations de grilles, de panneaux de macaré, des choses comme ça. On a fait ça aussi dans le cadre de projets européens, souvent pour dégrossir, hein, en discutant avec les professionnels. Donc on a fait ça comme ça, dans ces projets-là, avec aussi, il nous est arrivé d'embarquer sur nos bateaux des partenaires européens, même au sens large. Par exemple, je me souviens d'un collègue turc qui a embarqué avec nous, par exemple, hein, et même chose, nous, dans d'autres pays. Donc ça fait bien longtemps que l'ensemble des pays européens fait des études sur la sélectivité en particulier, adaptées effectivement à la zone où ils pêchent, quoi, évidemment, et aux espèces sur lesquelles qui les concernent, quoi. Donc, alors là, et maintenant, on est tous au pied du mur avec cette fameuse réduction drastique des rejets. Et c'est maintenant qu'on ressort justement des cartons certains dispositifs alors on a présenté des choses, il y a des choses comme le disait tout à l'heure Thomas qui sont en place sur les bateaux professionnels, mais le panneau de maille carré par exemple, différents systèmes pour la langoustine, mais c'est vrai qu'on doit aller plus loin effectivement, et enfin tout le monde en est conscient, mais il faut le faire. La difficulté maintenant, ça va être de pouvoir le faire dans un contexte économique viable, quoi, et c'est vrai que là maintenant c'est vraiment, on est au pied du mur, il faut aller vite. Et c'est ce fameux souci dont je parlais tout à l'heure, si on veut vraiment quasiment supprimer les rejets, il faut une diminution drastique qui peut générer des pertes commerciales à court terme. Donc voilà, on en est tous là, et je pense que tous nos collègues que l'on a cités, on a d'ailleurs un projet, il y a un appel d'offres européen actuellement, ce qu'on appelle le H2020, l'horizon 2020, où on est en train de négocier. Alors là justement, on est en train de voir pour aller sur un consortium avec des collègues espagnols, pour travailler ensemble sur ces problématiques-là, pour répondre au fameux article 15 de la nouvelle politique commune des pêches, quoi. Je sais pas, ça répond. Enfin, voilà, il y a eu beaucoup de travail de fait un peu partout. Oui. Il n'aurait pas fallu plutôt faire d'études avant pour la décision de tout ramener ici. Personne ne. Je pense que c'est étonnant quand même.
On prend une décision, on fait l'étude après. C'est très... C'est pas bien, on revient sur la décision. Bah, c'est très... Oui, ça, je n'ai pas de commentaire à faire là-dessus. J'ai pas de commentaire à faire là-dessus. Effectivement, bon, la sélectivité, ce qu'on a toujours prôné depuis les années 2000, où vraiment on est le projet ASCGG, amélioration de la sélectivité des chaluts dans le golfe de Gascogne, c'était vraiment l'idée, c'est on part des savoir-faire des uns et des autres, et puis on a fait des grosses expérimentations sur les bateaux professionnels. On a vraiment continué avec la GLIA, c'est dans cet esprit-là, pour avoir des études sur 1 an. Le projet Redresse, là vous avez vu, c'est un projet qui dure 2 ans, mais il va y avoir 1 an d'expérimentation pour voir ce qui se passe à toutes les saisons sur un certain nombre de bateaux. Donc là, pour avoir des résultats fiables, quoi, et statistiquement valables, quoi. Mais bon, c'est vrai qu'on a toujours essayé de faire ça, et l'important, et on a toujours parlé de on avait cette formule-là, il y a eu le trier sur le fond et puis et pas sur le pont, mais il y avait aussi le step by step, quoi, vraiment étape par étape, de se dire, allez, on met un dispositif sélectif en place, on stabilise, ça va, les entreprises s'en sortent bien, on remet une couche par-dessus, et voilà, et on devient de plus en plus sélectif comme ça, quoi. C'est toujours ce qu'on a avec ton prédécesseur, enfin c'est toujours comme ça qu'on voyait les choses avec les professionnels. Alors c'est vrai que maintenant, c'est d'un coup, il faut arrêter d'avoir des rejets, quoi. Alors, il y a des pêcheries, c'est vrai qu'il y a ça aussi qui est très important. Bon, tu parlais du multispécifique, mais et les pays nordiques qui ont poussé pas mal aussi, qui ont influencé pas mal au niveau européen là-dessus, ont des pêcheries monospécifiques. On pêche quasiment qu'une seule espèce, quoi. Et dans ces cas-là, c'est évidemment beaucoup plus facile de supprimer les rejets quand vous pêchez quasiment qu'une seule espèce. Mais là, il se trouve que dans le golfe de Gascogne, on est sur du multispécifique avec, effectivement, tu as raison, un taux de rejet important qui ne satisfait personne et les professionnels non plus, évidemment. Donc, mais je pense qu'on a des... Mais par contre, je pense que vous exprimez bien, effectivement, l'état d'esprit des professionnels qui ne comprennent pas vraiment pourquoi on vote... il a été voté un règlement comme ça sans qu'on sache vraiment comment on peut... stopper les rejets, quoi, à part les ramener. Sachant qu'il est bien clair, et pour tout le monde, que la sélectivité ne pourra pas, n'aboutira pas à du zéro rejet. On ne pourra pas faire uniquement avec la sélectivité éliminer les rejets. Ça, c'est bien clair et pour tout le monde, quoi. Il n'y a que les gros armements qui arriveront peut-être à s'en sortir. Les petits bateaux ne pourront peut-être pas se permettre de faire du trait sur le fond. Après, l'idée, c'est d'arriver à trouver et à établir différentes stratégies, et pour les différents segments de métiers, donc les petits bateaux et les plus gros bateaux, pour essayer d'apporter des solutions, y compris à l'Europe, y compris faire des propositions pour montrer qu'est-ce qu'il est possible de faire et qu'est-ce qu'il n'est pas possible de faire sur des petits navires et sur des gros navires. Oui. Aujourd'hui, c'est voir par rapport à la loi là, sur les rejets, ça, elle est passée en 2013, c'est ça? Oui. Ouais, mais elle a dû être évoquée le temps avant quand même. Non. Tout l'historique. C'est pas tombé du jour au lendemain sur le bureau. C'est-à-dire, c'est pas en janvier 2013, dire on va la passer au mars, et puis ça sera voté ou ça sera passé. Je pense que ça devait être déjà évoqué bien sûr avant, non? Oui, ça. Je pense qu'il y a dû avoir quand même un plan de préparation ou un effort de penser quand même comment faire évoluer le pêche par rapport à ça. Oui, mais ce que Pascal vient de dire tout à l'heure, c'est qu'il y a, mine de rien, depuis 2000, par exemple dans le golfe de Gascogne, mais ça n'est qu'un exemple, il y a une évolution pas à pas de l'amélioration de la sélectivité. Je dis depuis 2000 parce que c'est des dispositifs panneaux de maille carré, les dispositifs sélectifs. Depuis il y a aussi eu des changements de sélectivité liés à la réglementation qui sont plus vieux, mais c'est dans les années 70, je crois, on pêchait au 50 mm dans le golfe de Gascogne. 45 45 oui. Donc quelque part, il y a aussi une évolution. On n'est pas resté au temps de l'après-guerre, quoi. Les professionnels ont une évolution aussi constante.
qu'on continue la sélectivité. Mais là, quelque part, ce que oblige le règlement, c'est de faire 0 rejet. Et du coup, c'est la marche à franchir qui n'est pas possible à réaliser. Mais ce que je montrais tout à l'heure, c'est qu'il y a quand même de toute manière, il y a une volonté, il n'y a pas tellement d'autres choix non plus que d'améliorer cette sélectivité. Si je peux faire un complément là-dessus. Par contre, on a tous essayé malgré tout d'anticiper au mieux, hein, parce que, comme on l'a vu, une étude de sélectivité, ça prend du temps. Pour faire quelque chose de sérieux, ça prend 2 ans, quoi. Et donc effectivement, et ça, je sais pas, le premier texte de Maria Damanaki, enfin ça a peut-être 3 ans, quelque chose comme ça peut-être, hein, quand ils ont vraiment parlé de cette idée de 0 rejet, comme on le disait à ce moment-là. Hein. Mais donc voilà, donc on avait depuis longtemps, on a toujours eu cette idée avec Marc d'avoir une boîte à outils. Justement, de se dire, on travaille, et on avait la chance de pouvoir bien expérimenter sur les bateaux de Le Gwendres, le bateau qui est un chalutier, un ancien chalutier de pêche, hein, donc qui était devenu un chalutier dit scientifique, et où on a pu effectivement expérimenter des choses assez ambitieuses, qui d'ailleurs, c'est quelque chose d'important, c'est quand on est vraiment sur des dispositifs qui peuvent être très ambitieux, on préfère faire ça effectivement d'abord sur un bateau scientifique, et ensuite parce qu'on risque, des fois les résultats, la première vision du professionnel, c'est de se dire, je peux plus rien pêcher moi quand on fait ça. Hein. Donc on a toujours travaillé comme ça, et on échange, et ensuite on va sur les bateaux professionnels, et on échange autour du bassin d'essai. Enfin, voilà, toute cette démarche-là qui date de longues années déjà, et c'est vrai qu'on l'a accéléré. Il y a un moment, on s'est mis autour de la table avec ton prédécesseur, c'était il y a peut-être 5 ans, peut-être 5 ans, où on s'est dit, voilà, qu'est-ce qu'on a dans nos poches, dans notre boîte à outils justement, et qu'est-ce qui serait intéressant maintenant de tester. Et c'est ce que l'on a fait. On a fait un balayage de différents dispositifs sur bateaux Ifremer qui ont ensuite été testés pour les plus performants sur bateaux professionnels. Mais effectivement, on a essayé d'anticiper au mieux, mais quand on est vraiment au pied du mur, c'est pas facile, quoi. Et puis là, et surtout sur une pêcherie multispécifique. Et avec la coopération des pêcheurs est effective dès le départ. Oui, là-dessus, ça fait longtemps. Il y a eu un frein de la part des professionnels ? Non, c'est là-dessus. Non, pour faire toutes ces études, on les a faites depuis des années avec les professionnels. Après, effectivement, il y a des dispositifs qui sont en place sur les bateaux. Il y en a eu d'autres qui ont été testés, qui ne sont pas encore en place sur les bateaux. Et là-dessus, alors effectivement, maintenant, il y a l'épée de Damoclès derrière la tête. Hein, et donc, et là, on est en train, justement, un certain nombre de dispositifs, d'associations de dispositifs, qui à une époque pouvaient paraître, entre guillemets, comme on dit, des usines à gaz un peu. Hein, maintenant, on commence à les prendre plus sérieusement parce que ça peut apporter des solutions, éventuellement sur des pêcheries mixtes. Et, voilà, mais tant qu'il n'y avait pas de mesure incitative ou une contrainte aussi forte que celle-là, effectivement, mais il y a eu de la sélectivité de fait toutes ces années. Mais maintenant, il faut aller plus loin. C'est un peu comme le CO2. Dans un contexte économique acceptable pour les entreprises, quoi, c'est clair. J'entendais que la Seine danoise voudrait pêcher beaucoup plus, mais après maîtriser tout aussi, son passage. Il passait pas de temps en mer, après de toute façon c'est de meilleure qualité. On peut difficilement comparer et simplifier. Il faut regarder, elle pêche des espèces différentes. C'est un engin presque à l'arrêt. Hein. Effectivement, on peut voir comme c'est la Seine danoise. Vraiment, on pêche quasiment, on tire sur un point fixe, quoi. Mais ça pêche, oui, on sait bien, ça pêche des rougets barbets, des poissons comme ça. Et dans le cadre du projet Redresse, tu l'as cité tout à l'heure, hein, parmi les cas d'études, il y aura aussi la Seine danoise. Donc, en termes de sélectivité également. On sait qu'il faut faire des efforts aussi pour que cette technique-là ait moins de rejets également, hein, comme un chalut d'ailleurs, et les professionnels sont motivés pour ça, donc on va travailler aussi avec eux sur ces aspects-là. Après, on peut pas simplifier autant que tu le dis là, mais effectivement... Oui. Sur la Seine danoise, il y a effectivement un conflit d'espace avec d'autres métiers, parce que, comme le disait Pascal, ça prend de la place. Et du coup, voilà, ils rentrent en interaction avec d'autres activités. Et c'est une technique qui effectivement fait du poisson de qualité et du coup qui est bien valorisé. Donc c'est des métiers qui gagnent bien leur vie, etc. Et donc forcément, on est sur une interaction, c'est un nouveau métier aussi. Donc on a une interaction avec d'autres activités qui étaient plus installées, etc. Et du coup, d'où des conflits, forcément des tensions entre les différents acteurs, quoi. Mais je parlerai plus de tensions plus que de ce que vous avez
énoncés, quoi. Sachant que c'est une activité donc, qui est aussi en cours d'encadrement au niveau national, etc., pour gérer l'effort de pêche de cette nouvelle technique. Puis, juste pour ajouter sur la seine danoise, et c'est une technique qui doit rester légère. Hein, c'est un engin léger à l'origine. Hein, la seine danoise, comme son nom l'indique, enfin, qui a été pas mal utilisée en Écosse, aussi. Et en fait, c'est un engin qui doit rester léger, donc, et on doit rester avec. Vous avez déjà vu l'évolution seine écossaise, hein, mais on doit effectivement, elle est économe en carburant, et il faut que ça reste léger pour qu'elle reste aussi économe en carburant. Donc ça, c'est aussi une limite une limite. Ce qui fait que la technique aussi, ça encadre aussi un petit peu la technique, mais c'est vrai c'est une technique comme les autres qui doit être encadrée, et voilà quoi. Je pensais dire d'un engin qui détruit tout, ramasse tout, c'est comme n'importe quoi, hein, n'importe quel engin de pêche, il y a une part la définition de l'engin, puis l'autre part l'usage qu'on en fait. Et alors, il y a un autre point sur les histoires de zéro rejet qui est intéressant à soulever, c'est les problèmes de survie. Le problème de survie des animaux qui ne sont pas désirés, qui sont foutus à l'eau, et en l'occurrence, là, ils sont mortalité totale, quoi. Et ça, c'est pas abordé dans les... Je ne sais pas si dans les études, là, ça va... Parce que là, pas dans celle-là, mais dans d'autres études. Et on s'aperçoit que zéro rejet, ça veut dire tout rester à bord. Ça va faire pas mal de dégâts au niveau des jeunes individus, soit les langoustines, poissons, au fond de bras. Qui eux n'auront plus de chance de survie, même s'il était relativement faible pour une espèce, mais malgré tout, il en aura. Il est prévu dans le règlement européen des exemptions pour les espèces qui ont un haut taux de survie. Sachant que personne, enfin en tout cas les scientifiques sont en train de se réunir pour savoir ce que c'est un haut taux de survie. Est-ce que c'est 10, 20, 30, 40, 50%, voilà, rien n'est clair à ce niveau-là. Mais en tout cas, tu as raison, Marc, que c'est aussi un axe de travail d'améliorer la survie des individus à bord. Donc voilà. Et on est en train d'essayer de monter un projet là-dessus, évidemment, parce que c'est une question importante. Hein. On sait bien qu'il y a des espèces qui vont survivre mieux que d'autres. Une sole, une raie, une roussette, enfin des espèces comme ça vaut le coup d'étudier, au moins pour ces espèces-là, ce qui se passe, quoi. Il y a la langoustine. On sait qu'il y a un taux de survie des langoustines. Alors après, ce sont des études compliquées. On nous reproche toujours que, ah oui, mais qu'est-ce qui se passe? Ok, on a déjà fait ça, de mettre des langoustines dans des petits tubes. On a fait des manips comme ça très intéressantes. D'ailleurs, on a montré que le taux de survie était plutôt meilleur d'ailleurs que celui qu'on pensait, parce que la pêche a évolué, parce qu'à l'époque où ça avait été fait, on pêchait avec des mailles beaucoup plus petites, enfin, etc. Et la taille aussi légale était beaucoup plus petite, donc le taux de survie n'est pas le même pour la partie rejetée, évidemment, quoi. Mais c'est vraiment ce qu'on nous reproche souvent, c'est effectivement, bon, ok, vous avez regardé dans des conditions données, mais alors qu'est-ce qui se passe si les goélands qui tournent autour, les fous de bassin, donc il y a une partie des rejets qui sont mangés, même s'ils sont vivants, ils vont être mangés, etc. Donc pour bien faire, il faudra aussi intégrer tous ces aspects-là dans ce genre d'études, ce qui n'est pas simple. Est-ce que vous avez, dans votre étude, intégré aussi le fait que dans la mesure où on ne va pas rejeter les espèces, il y a un certain nombre d'espèces des crophages qui vivent sur ces espèces. Les corbeaux, tout ce qui est crabe et compagnie. Et là, est-ce que ça va être mesuré aussi l'impact écologique du zéro rejet? Alors, nous dans le cadre du projet Redresse que je vous ai présenté, on ne prend pas en compte cet aspect-là. Nous, on fait vraiment un focus sur un angle du problème qui est la sélectivité. Mais par ailleurs, c'est des choses ce que vous mentionnez, c'est des choses qui sont, je pense, évaluées dans différents projets scientifiques. C'est très compliqué, c'est aussi très compliqué à faire, mais oui, on est en train de monter. Voilà. Alors, l'aspect véritablement de ce qu'apportent les rejets quand ils sont au fond et tout ça, je ne suis pas certain que ce soit étudié dans un projet actuel, mais par contre, il y a un nouveau projet qui est en train de se monter. Mais là encore, c'est une question de moyens, c'est des projets lourds. Hein, on n'imagine pas ce que ça. Et il faut vraiment voir les rejets qui retombent au fond, les récupérer, étudier les zones, voir tout ce qui se passe au niveau de l'écosystème, quoi. Véritablement, c'est quelque chose de complexe. Hein. Mais on a notre collègue. Des collègues nantais en particulier qui essayent de monter un projet là-dessus. Et ça va nous mener en parallèle avec les autres projets ou ça va
Non, en parallèle, tout ça, ce sont des projets qui sont liés effectivement à la fameuse mise en place de cette réglementation-là. Donc, tout ça, ça se fait en parallèle, oui. Il y a une volonté d'unir les forces, toutes les forces, pour essayer de ne pas avoir de redondance dans les projets, d'aborder toutes les thématiques, etc., pour essayer d'étudier l'ensemble de la problématique, quoi. Il y aura notamment, par exemple, au niveau du CNPM, une coordination qui va se faire sur l'ensemble de cette thématique rejet, pour essayer de coordonner toutes les différents projets et voir est-ce qu'il y a des choses manquantes, etc. Moi, je me demandais, qu'en est-il des armements qui pêchent au large de l'Afrique? Est-ce que vous avez une idée de la réglementation? Non, moi, je n'ai pas de... Ouais, je connais pas bien. Pas votre domaine. Non. Est-ce qu'il y a des armements français? Oui. Les bateaux français qui vont pêcher là-bas, ils sont soumis aux règles européennes? Je pense, non. Pas concernant, en tout cas, les règles de capture, etc. Il y a... Les rejets? Non, pas pour les rejets. C'est dans le cadre d'accords. C'est un problème purement européen. Ouais. Sur les zones... Oui, mais avec le chalutier français, mais par exemple, c'est sur la ZEE européenne. Ouais. C'est dans le cadre d'accords internationaux, en l'occurrence, hein, ces bateaux-là, il y a forcément des accords avec les États, quoi. Non, mais il y a un problème qui va se poser, c'est pour un département français qui est bien spécifique, qui s'appelle la Guyane. Donc, il y a une région ultra-périphérique au niveau de la politique commune des pêches, avec des courses, sachant qu'environ sur une pêcherie crevettère tropicale, on a à peu près 80% de projets, qu'est-ce qui va se passer? Ça va pas être triste pour eux. C'est pour ça qu'ils souhaitent qu'on travaille dessus. Mais on ne peut pas être partout. Il y a les solutions sur lesquelles tu as travaillé, sont montrées tout à l'heure, le RES, ça permet de diminuer de 60% les rejets déjà quand même. Hein, c'est déjà ça. C'est justement là qu'il y a un paradoxe dans l'affaire des rejets. On cherche à faire la sélectivité dans le rejet zéro, c'est tout à fait normal. Pour sauver les juvéniles, par exemple, et pour pêcher ce qui est pas bon, qui déchire. Mais en même temps, on demande de ramener à terre tous les rejets qui sont pêchés. On va faire des bateaux qui sont très pratiques pour ça, hein, prochaine génération. On ne jette pas les déchets dans une cale séparée, on les débarquera avec une sonde, parce que ce sera pas cher, pas beaucoup plus cher que le déchet à la mer, et puis on n'a pas de la farine pour nourrir l'aquaculture. Et ça rapportera un peu, parce que si ça ne rapporte pas tout, la profession bloquera. Ça va pas quand même. Donc il y a un paradoxe, ouais. Je sais pas, on va passer par des années de turbulence avec ça. Parce que d'un côté, il faut faire de la sélectivité, mais si on ramène tout à terre, pourquoi se casser la tête, hein, c'est compliqué de tout ramener à terre. Hein. Il n'y a pas la place sur les bateaux, il y a plein de contraintes. Mais on fera d'autres bateaux qui pourront très bien faire. Et la truc qu'il faut la renouveler, ça ne dure pas très longtemps. Je suis assez d'accord sur le thème de turbulence à venir. Oui, ça c'est Vous accordez. Mais je pense que comme tu l'as écrit tout à l'heure, la volonté des professionnels, c'est plutôt de trier quand même sur le fond, plutôt que de ramener du rejet à terre. Hein. Alors après, effectivement, parce que le rejet, en plus, il sera mélangé. On ne peut pas imaginer faire de la valorisation. D'abord, quoi que si pour la cosmétique, c'est autorisé dans le texte, cosmétique, voilà, la majorité pourra partir en farine, quoi. Donc mais l'objectif, quand même, les professionnels, ils préfèrent, a priori, dans la mesure du possible, s'ils peuvent s'en sortir, ils préfèrent trier sur le pont. Enfin, c'est ce que tu as écrit dans ton PowerPoint. Les rejets, c'est pas seulement on les écarte pas seulement par la sélectivité, il y aura toujours des espèces qui n'ont aucun intérêt, qui sont ramenées par le. Ouais. Alors, le texte, c'est les espèces sous quota, quand même, quoi. Donc déjà, ce sont les espèces sous quota qui devront être ramenées. Donc, alors peut-être qu'un jour, ça ira plus loin. Pour le moment, on parle d'espèces sous quota. Donc on n'est pas obligé de ramener tout. Et après, comme... Voilà. Et après, comme l'a dit, c'est quand même très important, ce que tu disais par ailleurs tout à l'heure, là, vraiment les espèces à haut taux de survie, encore faut-il définir, et il y a beaucoup d'incertitudes encore sur le texte, il faut définir ce qu'est une espèce à haut taux de survie. C'est quel pourcentage? C'est quoi? C'est 51, c'est 60, 80 à définir. Et après, quelles espèces? Comme ça, on sait qu'il y a certaines espèces, a priori, qui ont plus de chances de survie, mais encore faut-il le prouver, le vérifier au fond, etc.
Mais donc ces espèces-là, on ne sera pas obligé de les ramener. Après, une langoustine, est-ce qu'une langoustine, c'est une espèce à haut taux de survie? Si on dit oui, on n'a pas à ramener les rejets de langoustine. À l'heure actuelle, il y a des quotas de pêche, les gros chalutiers, mais si un chalutier pêche, je ne sais pas, du lieu noir qu'il n'a pas le droit de pêcher, ça va partir en rejet, ça, à la mer. Je ne sais pas si je m'explique bien. Ça va aller dans ce quota. Ça va? Ça sera mis dans le quota. Ça sera mis dans le quota. Mais si le quota est dépassé, si le quota est déjà dépassé, on se dit quoi faire. Oui, c'est ça. Ah ben ça sera compté, oui. Alors, bon, je m'exprime autrement. Je dis à un bateau qui a le droit de pêcher ton lieu noir, mais il va pêcher une quantité de morue qu'il n'a pas le droit de pêcher. Comment ça se passe? Ouais, ben c'est du rejet alors. Il n'est pas fini ça. Moi, mon idée, c'est que cette politique anti-rejet systématique, elle a été mise en place pour obliger à mettre en place après des systèmes d'échange et de vente de quotas. Parce que ça va être, sur les pêcheries multispécifiques, c'est obligatoire. Donc on va rentrer inévitablement. Moi, je pense qu'on va rentrer inévitablement, même si en France on a dit qu'on n'irait pas sur des quotas transférables, on va faire des quotas transférables. Parce que sinon, le gars qui ramène, je sais pas, de la morue, il n'a pas le droit de pêcher de la morue. De toute façon aussi, on arrivera à un moment où, je crois, moi j'ai lu un article dans Fishing News, je ne sais pas, ils ont fait une étude sur une zone bien précise, et ils ont dit, si on applique la mesure anti-rejet, au bout d'un mois et demi, on est obligé d'arrêter. C'est ce qui se passe aux États-Unis. Hein. C'est-à-dire que quand vous avez une espèce, parce que quand vous avez une espèce où le quota est faible, ce quota est atteint, vous n'avez plus le droit du tout de pêcher. Du tout. Parce que quand vous allez pêcher, vous allez presque inévitablement en attraper. Donc on arrête la pêche. Aux États-Unis, c'est comme ça. Il y a, au total, sur le Maine, il y avait 160 000 tonnes de quota possible. Et à 40 000, on arrêtait. Donc on pêche en fait le quart de ce qui est possible. Parce qu'on gère la pêche sur la base de l'espèce la plus menacée. Enfin, menacée suivant les années. Donc on est dans le... Enfin, moi je pense qu'ils sont... En fait, cette mesure anti-rejet, elle a été prise suite à une campagne de fiches des ONG américaines, hein, qui a été financée par un petit film. Moi, j'ai vu ce petit film 2 jours après, ou un jour après, dès la sortie, je l'ai vu, je me suis dit, c'est foutu. On sort un film comme ça, vous mettez ça sur la place publique, un film de ce type, qui n'explique rien sur pourquoi il y a des rejets, parce qu'il y a des rejets parce qu'il y a à cause des techniques de pêche, mais il y a aussi des rejets à cause des quotas. Vous mettez ça sur la place publique et résultat, ben, vous avez eu 1 million de signatures. Hein? C'est facile de manipuler l'opinion. En fait, on aboutit à des décisions politiques que moi j'estime inapplicables. Même les Norvégiens, qui eux sont sur des pêcheries assez monospécifiques, ils ont mis 20 à 25 ans pour arriver à limiter les rejets. Bon, ils sont presque pas loin du... Ils ont mis 20 à 25 ans. Parce que les bateaux aujourd'hui sont conçus pour une pêcherie. Bon, vous changez de système, donc même si on mettait ça. Mais Damanaki, elle est folle. Enfin, folle. Je ne sais pas, mais c'est pire que ça. C'est-à-dire qu'elle est totalement entre les mains de lobbies environnementalistes intégristes. Je vous signale que vient de sortir un livre
d'un monsieur qui s'appelle Callum Roberts. Je viens de le lire, j'ai fait une étude critique sur ce livre-là. Sa thèse, c'est de dire, d'abord entre parenthèses, il dit la pêche c'est la catastrophe absolue. Bon. Ça pêche plus d'oiseaux que de poissons, enfin bon, tout est épouvantable. Et il dit donc, la seule chose à faire, c'est on pêche à la ligne. Point. La palanque c'est mauvais, le casier ça va encore. Le chalut, bien sûr, n'en parlons pas, les grains n'en parlons pas, alors le filet c'est l'horreur absolue. Donc il n'y a que la ligne. Donc sa position, et c'est pas n'importe qui. Callum Roberts, c'est l'ambassadeur, c'est une tête pensante du WWF. Bon. Et qui est très influent au niveau international, très influent aux États-Unis, en Angleterre, qui pèse sur les politiques. Donc il sort un bouquin comme ça. Et où il dit, sa thèse, c'est « je ne veux plus que de la pêche à la ligne ». Et deuxième élément de sa thèse, c'est il faut mettre un tiers des mers de la côte à large sans pêche. Et il dit, on commence par 10%, parce qu'évidemment on va effrayer tout le monde, on commence par demander 10%, mais après on va à 35%. Notre objectif c'est 35%. Sa troisième thèse, c'est la suivante, c'est que la pêche, c'est beaucoup plus grave que la pollution chimique, que le pétrole, que rien. Bon, on comprend parce qu'effectivement, il reçoit de l'argent des pétroliers après. Hein. Donc, non mais vous voyez aujourd'hui face à quelle stratégie incroyable les pêcheurs sont aujourd'hui confrontés. C'est inouï. Quand moi je dis ça, on me dit t'es un complotiste. Mais non, il n'y a pas de complot, je lis ce qui est écrit. Je lis ce qui est écrit. Et Mme Damanaki est tout à fait dans cette logique-là. Donc, on n'a pas fini d'en parler. Pour information aux États-Unis, par exemple, justement sur des pêcheries multispécifiques crevettières, ils sont en train d'étudier des hypothèses pures crevettes. C'est-à-dire que carrément le chalut, au chalut, donc avec le chalut complètement ouvert, complètement échancré sur le dessus, donc avec une économie de carburant également quand même, avec des panneaux décollés complètement, pour justement, et par contre, et puis aussi même devant, ils mettent une grille, leur fameuse grille Nord-Mort là pour la crevette, quoi, et puis devant ils ouvrent complètement, ils mettent carrément, au lieu de mettre du maillage, ils mettent des cordes devant la grille pour que le poisson s'échappe, quoi. Et comme ça, tu arrives à pêcher que de la crevette. A priori, sans perte de crevette. Mais après, encore faut-il qu'économiquement, ce soit viable avec juste l'exploitation de la crevette. Compenser éventuellement, la perte de poisson peut-elle être compensée par l'économie de carburant. Moi, c'est un cas qu'on va... Enfin, les professionnels qui sont là, c'est vrai que vu ce qu'on pêche quand même sur un compte d'exploitation de bateaux en pêcherie mixte, hein, ça semble, c'est quand même, je sais pas, 30-40% peut-être, quoi, de poissons, ça pourrait ça peut-être... un langoustinier. Sur un langoustinier, quoi. Mon chiffre d'affaires sur la langoustine, c'est entre 30 et 70%. Oui, c'est ça, c'est variable, mais donc, bon, donc c'est pas évident, mais toujours, pour toi, ils sont en train d'étudier des hypothèses comme ça, quoi. Oui, mais donc, alors moi je propose, dans le cadre d'un projet européen, ça pourrait être quelque chose de testé d'ailleurs. Ce qui est incroyable, c'est qu'on met en place des réglementations où il faut appliquer en 2 ans, quoi. Mais c'est peut-être pour obliger les gens à faire enfin, quelque chose. Qu'on puisse obliger, mais qu'on reste... C'est toujours devant le mur qu'on fait quelque chose. Qu'on reste dans des... Non mais je pense que, plus grave que ça, l'objectif c'est de casser, justement. L'objectif c'est pas de faire en sorte qu'on ait... Mais c'est de casser, c'est-à-dire que pourquoi est-ce qu'on voulait mettre le RMD à 2015? Parce qu'en mettant le RMD à 2015, on était obligé de mettre des règlements de quotas extrêmement drastiques qui ne permettaient pas aux gens de continuer à pratiquer. C'est ça le but, c'est ça l'objectif. L'objectif, c'est, ils le disent partout, ils veulent diminuer par 2 ou 3 le nombre de bateaux. C'est déjà diminué par 2, c'est pas encore assez. Et quand ils seront diminués par 3, ça va encore assez. Regardez partout, en Australie, c'est jamais suffisant, parce qu'il y a toujours... Ah, on touche le fond, il y a un petit bac pro là qu'on a attrapé en trop. Enfin, on est dans une vision où il faut laisser la mer intacte. Voilà, il ne faut pas toucher, et ça c'est l'idéal. Vous laissez la
mer aux Chinois et aux Asiatiques à ce moment-là, dans ce cas-là. Hein, c'est peut-être aussi ce qui se passe. Bah, justement. Vous parliez du Sénégal. Bah, oui. Au Sénégal aujourd'hui, ce qui est en train de se passer, c'est que les Chinois, en Mauritanie c'est pareil, ils s'installent, ils créent des usines de farine de poisson pour alimenter leurs élevages. Mais ce qui m'a surpris, c'est que je viens d'avoir un article de la Copole, il me dit, mais au Sénégal, ils font la même chose. Ils enlèvent le poisson de la bouche des gens. Ils enlèvent le poisson de la bouche des gens pour faire de la farine. Il y a 11 usines de farine de poisson qui ont été mises en place autour de Dakar et qui prennent le poisson qui doit être normalement consommé par les gens, vendu en Afrique et qui est mis en farine de poisson par des entreprises chinoises et trimballé ensuite sur la Chine. Mais voilà, on est dans un monde de fou. Est-ce que vous êtes sûr de ne pas manger du poisson chinois ou vous avez... On mange déjà du poisson chinois. Non, alors justement. On mange déjà du poisson chinois. Mangez déjà du poisson français, ça ira mieux. Excusez-moi, on parle des côtes africaines, mais je pense que nous, Européens, on mange du poisson africain. Bah voilà. Pourquoi on leur arrête leur poisson? Pourquoi il y a des bateaux... Je sens que vous parliez du Sénégal. Il y a le ministre de l'écologie du Sénégal qui vient de dire c'est fini, on ne veut plus de bateaux. On ne veut plus de bateaux. Et bon, ils n'ont pas les moyens de faire appliquer la loi. Et ça, malheureusement. Donc là, actuellement, ils vont faire appel à une autre technologie. Les Coréens, les gens, justement, faire de la surveillance et de pouvoir alerter les marines sénégalaises. Mais ça, c'est fini depuis longtemps. On est en train de... De manière, l'Afrique, c'est un marché qui a été ouvert aux Européens, aux Asiatiques, et on est en train de leur... Oui, on est en train de leur enlever le poisson là. Qu'est-ce que les Européens vont faire là-bas? Pourquoi on va chercher le poisson là-bas? Mais aujourd'hui, la place des Européens, c'est vrai, vous avez raison, hein, on a pratiqué en Afrique une pêcherie, des pêcheries peut-être, non, même sûrement, pour une partie qui était d'extraction de poissons, mais aujourd'hui, la place de l'Europe est très faible. Sur les 40, enfin, je peux vous dire, sur les 40 grands chalutiers qui sont au large du Sénégal et de la Guinée, il y en a 20 qui sont chinois, il y en a 10 qui sont ukrainiens, les autres sont coréens, il reste il y a des Espagnols. Beaucoup d'entre eux sont d'ailleurs passés un petit peu sous pavillon. Mais c'est vrai qu'il y a une pêche européenne, souvent d'ailleurs illégale, hein, essentiellement espagnole, il n'y a pratiquement pas de bateaux français, enfin, peut-être Lettonie aujourd'hui. Mais aujourd'hui, le poids de la pêche étrangère sur l'Afrique, le grand pillage, c'est un grand pillage chinois. C'est, même à l'époque des Asiatiques, à l'époque des Russes, où les Russes pillaient l'Afrique, c'était 1 million de tonnes. Les Chinois aujourd'hui sortent de l'Afrique 2 millions de tonnes. Sans compter que les Russes y sont toujours, quoi. Donc voilà, l'Afrique, c'est ce qui s'y passe, c'est effrayant, oui. Mais bon, on en mange. On ne devrait pas. Tu manges des petits... Oui, mais c'est pas marqué sur le front du poisson, je veux dire, du Sénégal. On n'a pas de plaisir de poisson, ça en France, actuellement. 80%. 80%. Ouais, je sais pas. Justement, je crois que l'année dernière, si on avait consommé que du poisson français, c'était à partir du mois de juin, je crois que c'était fini, et en France, on mangeait du poisson français. Oui, si on avait mangé essentiellement du poisson français, ça s'arrêtait, le quota consommé par les Français s'arrêtait au mois de juin. C'est étalé sur l'année. Voilà, s'ils fait par rapport à cette étude-là. On a beaucoup de poissons qui viennent d'Europe, d'Angleterre, d'Écosse, de Norvège. D'accord. Avec la même réglementation. Donc nous allons pour le prochain affaire et on a contrôle. C'est une grosse question, mais bien sûr. Ouais, Je vous propose d'arrêter là. Merci Thomas et Pascal pour leur intervention. Et puis merci à vous. Et au prochain lundi de la mer à l'Ifremer. Voilà. Merci. Allez.